Salut l'équipe, une entrée flex, une coupe franche dans la raquette, une remontée au petit trot, pas vraiment gêné par une défense dramatique, un catch and shoot qui se termine en filoche. Et oui, cette semaine, mon retour à l'Hoops Factory s'est plutôt bien passé. Malheureusement pour moi, ma grande performance du mardi matin s'est vite fait éclipser par une autre grande performance le soir même. Bon, difficile d'en vouloir aux médias de préférer la perf de Steph Curry à la mienne. Il n'empêche, mon ego en a quand même pris un petit coup. Stephen Wardell Curry est donc devenu le meilleur shooter de l'histoire NBA, sous les yeux de ses coéquipiers, de son coach Steve Kerr, de sa maman émue aux larmes et de son papa Charo, qui apparemment n'est pas venu que honorer le fiston à New York. Une nouvelle nuit magique au Madison Square Garden, une de plus au milieu des fans des Knicks, en plein adultère assumé, pris sous le charme d'un joueur unique et d'un record historique. 2974 paniers à 3 points inscrits, c'est effrayant, aussi effrayant que la sortie d'un nouvel épisode des Tuches. Mais le plus effrayant pourrait bien être ce que risque de laisser derrière lui le meneur des Warriors. De meilleur shooter de l'histoire, Stephen Curry pourrait devenir un intouchable des livres d'histoire NBA et ainsi rejoindre les Will Chamberlain, Michael Jordan et autres. On dit que les records sont faits pour être battus, c'est vrai, mais alors pour celui-là, bon courage quand même. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, le dernier de l'année 2021. Oui, on est tout triste, mais l'occasion quand même pour moi de vous remercier. Vous êtes des vrais toute cette année 2021. Vous nous avez donné un maximum de force dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous êtes la famille, ça. Avec moi pour cette dernière, mon duo métis soin pour finir en beauté avec Thomas et Arthur. Ça va les garçons? Ça va, impeccable. Ça va et toi? Dis-moi Tutur, il est où ton sweat de Noël? Bah je sais pas, je l'ai pas. T'es juste venu là encore à me montrer ton corps saillant. Mais lui, il veut faire les différences avec nous de toute façon. J'ai bien compris que ce mec-là. C'est bon, on a compris qu'on était un peu en surpoids. T'as pas besoin de chaque fois. T'as vu juste à me dire, j'aurais ramené mon pull. T'as pas besoin de venir avec tes t-shirts saillants comme ça pour le montrer. On voit tes abdos d'ici. Bon, écoute, mieux vaut tard que jamais. Joyeux Noël, mon tutur. Ah, merci les gars, depuis le temps que je l'attendais. J'espère que ça tira. On a pris ta S parce on sait que t'aimes bien que ça soit moulé, pour qu'on voit ton corps d'athlète. On a pris évidemment XL. Merci les gars. Et si vous voulez avoir toute la gamme de la collab entre Dahomey et First Team, vous allez sur le site Dahomey, vous allez voir, il y a un petit macaron avec la collab, donc Dahomey First Team, et vous allez pouvoir trouver ce hoodie, c'était quoi déjà? C'est Dennis in Vegas. Dennis in Vegas ou d'autres créations comme First Team University ou non, il n'y a pas Mordale. Mordale, il n'y a pas trop le droit, donc c'est un peu de la triche. Peu importe. C'est bientôt Noël. On va bientôt en prison apparemment. Bon, ce ne sera pas la demeure, quoi. Enfin non. Par confondre la garde à vue avec la prison. Ouais. Tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur cadeau, petite idée de cadeau avant de se lancer dans l'actu chaude de la NBA avec nos amis de Talent Sport qui ont sorti 2 bouquins ces derniers mois et les voici. Vous pouvez évidemment les trouver dans toutes les bonnes librairies, sur la Fnac, sur le net. Donc voilà, si vous voulez faire des beaux cadeaux, ça se passe là. NBA 75 avec la préface de Xav Votion qu'on embrasse et les 50 stars de la NBA 2022 de Elvis Rocan aux éditions Talent Sport. Et puis on va finir avec le bouquin qui fait parler depuis qu'il est sorti, c'est évidemment Road Trip NBA, le livre de Rémi Reverchon qui a passé déjà les 20 000 ventes. Incroyable. Incroyable succès pour Rémi aux éditions Amphora. Donc si vous voulez faire un magnifique cadeau à vos amis à Noël, n'hésitez pas à aller donner de la force au poteau Rémi Reverchon et ce magnifique bouquin où il nous fait voyager à travers les États-Unis et à travers les 30 franchises de NBA. En plus, il est très sympa, donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit DM, comme ça il viendra chez vous pour faire la dédicace. Exactement, voilà. Parce que c'est vrai qu'il a fait le tour de la France et il part sur un tour du monde pour faire sa dédicace. C'est assez incroyable parce que le rythme de Rémi dans les dédicaces, j'ai l'impression que c'est une rockstar. Bravo, ouais, clair. Bravo mon Rémi. Messieurs, au programme, comme d'habitude, des news, et il y en a beaucoup aujourd'hui parce qu'il s'est passé énormément de choses cette semaine en NBA. On ira sur un débat, évidemment, sur un débat Steph Curry, quoi d'autre, qui d'autre pour le débat de cette semaine, de parler de ce nouveau record de Steph Curry. On va se poser la question, pas est-ce qu'il a changé le jeu? On a l'impression qu'il l'a fait, mais comment il a changé le jeu? On fera une analyse un petit peu basket, mais pas que, on ira plus loin parce que c'est aussi dans les mentalités que Steph Curry a changé un petit peu le basketball. On fera un focus sur Nikola Jokic, le MVP en titre, dont on parle assez peu finalement, mais qui réalise encore une saison de très très haut niveau. Et on finira avec le quiz. Et j'espère que pour finir cette année, on essaiera d'être un peu plus brillant parce que on va pas se mentir, on fait pas toujours honneur à notre Tom Serravino chéri qui nous fait tout le temps des quiz de qualité. On est prêts les garçons? Tout à fait. Ready. Mets-toi torse nu, s'il te plaît, pour l'émission. Je vous jure que Arthur sera torse nu dans les news.
Alors Arthur évidemment ne va pas se mettre torse nu, mais il s'est mis torse nu hier soir devant la fin du match entre les Pelicans et le Thunder. Fin de match. Incroyable Toto. Ouais, absolument. Enfin, le match extraordinaire. Alors, là, derrière nous, on va voir ce tir merveilleux de Shai Gilgeous-Alexander qui, pour égaliser, va marquer ce tir mais tout à fait incroyable, sachant que juste avant, il avait marqué un lay-up pour passer devant, sachant que juste avant, notre ami Brandon Ingram avait marqué un tir à distance fantastique. Donc on se retrouve à 110-110. OKC pense qu'ils vont aller, ils sont à domicile, ils pensent qu'ils vont aller en prolongation. Plus de temps Sauf mort. que plus de temps mort, absolument. Sauf que derrière, il va y avoir un Ave Maria, un vrai de vrai. On regarde derrière ensemble. Donc Devonte Graham prend la balle, shoot, la balle touche le cercle. Paf, c'est dedans, extraordinaire. C'est les célébrations qu'on adore. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Arthur. C'est très très rare de voir des game winners, des buzzer beaters qui partent de la ligne des lancers francs depuis son terrain. Et bah ouais, exactement. On a l'habitude de voir ce genre de tes jeux en fin de quart-temps ou ce genre de choses-là. Mais pour ou des fois pour des prolongations, mais pour gagner un match c'est assez rare, donc ça fait kiffer. Après, j'avais vu dans les commentaires que les gens crachaient un petit peu sur la défense. Honnêtement, c'est hyper dur de défendre sur ça. Ouais. Je sais que ça m'est déjà arrivé en match parce qu'en fait, t'as peur de faire faute. Bah, bien Exactement. sûr. Et si tu fais faute, t'es mort. T'es la risée du monde, c'est t'es encore mort, pire. tu fais Bah faute. oui. Donc le seul truc que tu peux faire, c'est lever les bras un c'est petit peu. ce que fait Et le joueur puis, d'ailleurs. voilà, donc au final, il défend bien, quoi. Donc, Puis il va tirer 100 fois comme ça. Bah oui, il va bah en marquer une oui, fois. bah Voilà, oui, c'est bah partie oui, du bah jeu. oui. Devonte Graham qui avait mis déjà un game winner face au Jazz il y a quelques semaines de ça, qui réalise plutôt une bonne saison. Est-ce que vous avez déjà perdu sur des tirs comme ça du milieu de terrain? Moi, le dernier souvenir que j'ai en NBA, c'est Jeremy Lamb avec les Hornets avec, à Toronto. De Et mémoire comme ça. Kemba Walker qui a une attitude Ouais, cata, ouais. qui se retourne et tout, Ouais, qui fait ouais. putain. Moi, j'ai déjà perdu sur un tir du milieu de terrain comme ça. Je pensais même, j'étais jeune, mais je me pensais même qu'on était à 2 points d'écart. Il tire à 3 points, il marque. Je regarde le score, je fais un peu une J.R. Smith, tu vois. Je regarde, je fais putain, on a perdu somme international. Donc balayette, le gars se tombe par terre. Et depuis, il joue plus au basket. Ah bon, bravo, Ouais, belle anecdote pour mentalité. belle mentalité en cette période de Noël. Tu sûr, nous on n'a pas perdu, on a perdu à Malakoff sur des buzzers comme ça. Je crois pas. On n'a pas perdu. Par contre, après, moi, j'ai perdu sur des buzzers, mais pas du milieu de terrain. Ouais, ça fout la haine. Enfin, moi, j'ai quand même mis un buzzer beater dans ma vie, j'ai le droit de le dire ça. Ah oui, vas-y, tu J'ai le peux. droit de le dire quand même. J'ai mis un buzzer beater, un vrai de vrai, égalité. Boum, je me mets sur la gauche, un pick and roll, je le prends pas trop. Tac, défenseur défend plutôt bien, il est là, je fais une feinte, il saute pas et je me décale un peu, shoot, un peu comme Shai, entre guillemets, filoche. Évidemment, derrière célébration de foot, hein, j'enlève le maillot et tout. Normal. Et victoire une belle victoire. Mais cette semaine, t'as blessé Polo au basket et ça, on Non, n'est Polo pas s'est content. blessé sur le rock. Ouais, mais Non, on inverse pas les rôles, je l'ai pas poussé. Non. Alors Thomas n'a pas blessé Ah, Polo, merci, mais par attends. contre c'est aussi une news cette semaine, vrai. c'est que Polo s'est fait une déchirure Au du mollet. mollet. Il boite bas, il est quand même venu là évidemment parce que sans Polo il n'y a pas d'émission. Mais on embrasse et donner de la force à Polo dans les Ah, commentaires, il en a besoin. Il boite, il en a pour 3 semaines, c'est pas rien. Ah, c'est relou. Alors que Dieu sait qu'il a passé un mardi matin, il s'est donné défensivement et sur la dernière action du match, il se claque. Voilà, c'est aussi ça les aléas du basket. Les autres aléas du basket, c'est quand on est les Mavs, qu'on n'a pas Luka Doncic, qu'on est à 2 doigts de battre les Lakers et qu'on a notre ami Austin Reeves qui sort de l'au-delà pour mettre une énorme filoche. Il aurait même mérité un lancer franc, tonton, parce qu'il prend un bel attentat quand même sur la C'est la gueule. beauté de la NBA, il n'y a jamais Ouais, faute voilà, sur les c'est tirs ça. à la dernière seconde. Victoire des Lakers qui ont eu chaud après prolongation, Arthur. Là aussi, on a eu une fin de match incroyable et on a eu un Westbrook plutôt inspiré, plutôt juste, parce qu'avant ça, il met aussi un très beau 3 points dans le corner. C'est de bon augure. Alors, c'est compliqué. Ouais. Thomas, tu me disais qu'ils doivent perdre, mais des gestions de fin de match comme ça, c'est plutôt rassurant. Et les Lakers, cette saison, en prolongation, c'est 6 prolongations, 5 victoires, une défaite. Ouais, c'est plutôt rassurant, même si dans le Sur jeu. de gagner comme ça dans Ouais, c'est des bien, matchs c'est bien, serrés. c'est bien. Rassurant d'avoir 6 prolongations par contre Ouais, sur la saison. Non, c'est clair, non, c'est bien pour la dynamique des Lakers. Après, j'ai vraiment l'impression que les problèmes de fond ne sont pas encore réglés, tout ce qui se passe en défense, l'alchimie, même Westbrook, moi j'attends de voir un petit peu plus. C'est vrai qu'il fait une fin de match qui est un peu plus propre que ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est ce qu'on attend au final d'un meneur de son calibre. Donc voilà, moi il m'en faudra un petit peu plus pour que je puisse être vraiment rassuré pour les Lakers. Mais en l'occurrence, quand tu es 4-5e à l'ouest et que tu commences à faire 4-5 victoires d'affilée, tu peux vite monter. Donc c'est bien pour les Lakers. Avant de revenir sur le parcours un peu inconnu de notre ami Austin Reeves, c'est quand même mieux de rectifier ce qui a rectifié dans des victoires. C'est important pour les Lakers d'enchaîner. On arrive et on voit que les Lakers sont maintenant ne sont plus qu'à 4 matchs, par exemple, du Jazz, on va en reparler tout à l'heure, qui est 3e de la conférence Ouest. Ouais, t'as raison, mais on pourrait faire le parallèle avec le PSG, c'est-à-dire que oui, le bilan comptable est plutôt intéressant. Par contre, quand tu regardes les matchs et dans le contenu, il y a énormément de choses à dire. Et tu le disais, pour l'instant, les problèmes ne sont pas du tout réglés. Alors là, c'était le retour d'Anthony Davis, qui est toujours, qui n'est jamais à 100% et donc qui est souvent en game time decision. Donc il est sur le terrain, LeBron est sur le terrain, on ne cesse de dire combien il est fort, il
a été élu joueur de la semaine. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, cette structure d'équipe, cette alchimie d'équipe est encore à trouver, même si, effectivement, ça va un peu mieux. Alors, parle-moi de ce Austin Reeves. Austin Reeves qui a connu 2 facs, qui est un non drafté et qui met donc des filoches pour la gagne. Encore une trouvaille pour les Lakers. Alors, on verra s'il fera carrière en NBA. En attendant, c'est un gars, effectivement, comme tu viens de dire, qui a 23 ans et qui a fait 2 facs. Je ne sais pas. Ouais, elles sont dures. Moi, je les ai. Oui, parce que je les ai dit 5 minutes avant l'émission. Wichita State, il fait 2 ans. Boum, année de redshirt. Il part côté Oklahoma pour finir ses 2 années. Donc 5 ans en NCAA, avec cette année où il n'a pas joué. C'est plus que toutes mes études réunies. Absolument. Il se présente à la draft alors qu'il est à 18 points par match, 5 rebonds, 4 passes. Il finit dans la meilleure équipe de la Big 12, donc quand même. Donc joueur important l'année dernière. Il n'est pas drafté cet été. Il va en Summer League. Il fait les prouesses. Les Lakers le signent sur un two-way contract. Finalement, ils activent un contrat normal pour la fin de la saison. Et c'est un gars qu'on a vu dans la rotation de très nombreuses fois. Bon joueur de basket, très intelligent, bon shooter. Bon passeur. Fait 5 sur 6 à 3 points. Les bons joueurs de basket sont toujours de bons passeurs, Erwan. Et c'est un gars, comme on en a vu plusieurs fois aux Lakers, des mecs qui sortent de nulle part. Évidemment, le meilleur exemple, c'est Alex Caruso, qui a réussi à aller chercher un contrat avec les Bulls. Mais les Lakers sont toujours du flair pour aller chercher des mecs en fin de ce premier tour, dans le second tour ou aussi non draftés. Arthur, c'est intéressant ce profil autour de LeBron. On sait que des shooters, il y a Wayne Ellington, mais il y a Malik Monk, mais là on a un vrai pur shooter. C'est intéressant d'avoir ça avec LeBron James autour de lui. C'est intéressant d'avoir un gars qui peut étirer les défenses et puis pas que LeBron James. Pour le coup, t'es obligé de mettre dedans Westbrook et Anthony Davis. C'est intéressant et puis surtout là on a vu sur la fin du match que ses qualités de passe, ses qualités de lecture, lorsque l'équipe voit qu'il est chaud, on lui fait la passe, il arrive à faire les petits décalages sur le alley ou sur DeAndre Jordan ou sur Anthony Davis. Donc en fait, c'est toute cette intelligence de jeu qui pouvait manquer à ces Lakers-là. Donc je dis pas que c'est lui la solution. Ça reste un match à voir comment ça va se confirmer. Mais en l'occurrence, pour ce genre de situation, ça fait du bien. Et typiquement, il n'est pas là. C'est le genre de match que les Lakers peuvent perdre lamentablement. C'est pas un pur shooter. C'est pas du tout un pur shooter, c'est un joueur plutôt all-around, à droit, mais pas du tout un pur shooter, pas du tout le gars qui c'est pas Kyle Korver. C'est pas du tout ce profil-là, c'est un gars qui joue dur. C'est pour ça que je fais le truc avec Caruso, c'est que c'est des gars qui sont bons partout, qui jouent dur, qui vont défendre, qui ont la hargne. Maintenant, il fait 5 sur 6 et tant mieux, mais c'est pas ce profil shooter autour de LeBron. Après, on sait, tu fais bien de le dire, après on sait qu'hier, il y avait beaucoup d'absents encore chez les Lakers, Horton Tucker notamment, qui est un peu sur le même poste. Qui est Covid, Malik Monk. Malik Monk, il a profité des absences, tant mieux. C'est toujours bien de savoir pour Frank Vogel qu'il peut faire confiance donc à Austin Reeves, retenez bien ce nom. On enchaîne et on reste dans la conférence Ouest, puisque le Jazz enchaîne. Le Jazz est à 8 victoires d'affilée. On va voir cette série en tableau. Donovan Mitchell est monstrueux, Rudy Gobert est impérial. Arthur, est-ce que tu arrives à y croire au Jazz comment tu vois le Jazz, comme un vrai favori ou comme un outsider encore ? Lorsqu'on avait fait les previews, moi je reste après sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est une équipe qui va dérouler en saison. J'aurais même pu les voir un petit peu plus haut, genre plus proche de Phoenix et de Golden State à l'ouest. Après, moi j'ai un peu plus de doutes en play-off. Je sais que Donovan Mitchell est un gars sur qui on peut compter en play-off. Je crois qu'il a la 3e meilleure moyenne de points marqués de l'histoire de la NBA en play-off à 28 et quelques. Donc c'est plus que la plupart des gars. Mais j'ai encore un petit peu de doutes sur le collectif, sur ce que ça peut donner pendant les playoffs, peut-être pas forcément leur capacité à défendre, mais le fait qu'ils tirent 3 à 3 points, ils sont trop tirés à 3 points. Meilleure attaque NBA. Ouais, meilleure attaque. C'est NBA. bien, mais ça nous inquiète. Je sais pas si vous avez cette sensation avec le Jazz, c'est de me dire que c'est la meilleure attaque NBA, et en même temps, si pour moi le Jazz est la meilleure attaque NBA, ils gagneront pas par leur attaque, le Jazz. C'est bizarre, c'est bizarre de dire ça. Comme il est fou. Ce que je me dis, c'est qu'ils peuvent aller loin, tu vois. Mais moi, le doute que j'ai, c'est, même si Donovan Mitchell est très fort, est-ce que c'est du niveau de Kawhi, de Giannis, des superstars qu'on a vus pour pouvoir passer le cap et passer la demi-finale lorsque tu as déjà eu des matchs dans les jambes, que tu as potentiellement fait des séries en 7. Moi, c'est là la petite bascule que j'ai, tu vois. La question se pose en tout cas. Il a jamais donné. Il y a quelques éléments de réponse, mais pour l'instant, il n'a jamais prouvé qu'il était de ce calibre-là. Après, tu vois, c'est dur, t'as raison, Erwan. Ils sont première équipe de NBA, vraiment, il n'y a rien à dire. Ils sont 4e meilleure défense aussi en NBA. C'est l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points, qui en marque le plus. C'est le 3e meilleur pourcentage au tir à 3 points et le meilleur pourcentage au global. C'est quand même con de dire à cette équipe-là, vous êtes la meilleure équipe NBA, vous êtes la 4e meilleure équipe en défense, vous avez le meilleur défenseur NBA depuis plusieurs saisons.
c'est pas comme ça que vous avez gagné. Putain, merde quoi. C'est parce que les playoffs, c'est juste C'est dommage quand même. Ouais, non, mais bien sûr, mais en tout cas, en saison régulière, moi, tu vois, ils sont qu'à 2 victoires de Phoenix et des Warriors. Personne ne sera surpris s'ils finissent encore premier de exactement, NBA. mais on peut amener un petit peu de détails dans le fait qu'on dise que c'est pas comme ça qu'ils vont gagner. C'est une belle équipe d'attaque. On le dit, Donovan Mitchell est parfaitement entouré. Les Mike Conley, les Bogdanovic, les Royce O'Neal, les Rudy Gay. L'arrivée de Rudy Gay, elle est intéressante. Rudy Gobert, évidemment. Whiteside en backup, c'est très bien. Mais on les a vus l'année dernière quand même plonger et s'entêter en disant on va gagner par notre adresse, c'est même pas par l'attaque, par l'adresse extérieure. Et on sait que l'adresse extérieure au basket, même au plus haut des niveaux, quand t'es la meilleure, quand t'es l'équipe peut-être la plus adroite du moment, ça reste une pièce en l'air. C'est les Warriors. Voilà. C'est les Warriors. Et les Warriors, au bout d'un moment, même quand ils mettaient dedans, ils faisaient tellement d'autres choses. Il y avait un jeu sans ballon, il y avait du drive, il y avait des fautes provoquées, il y avait un pace et il y avait une vraie défense organisée. J'espère vraiment qu'ils ont retenu les leçons de l'année dernière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Ils sont revenus, ils sont revenus très forts. Ils sont revenus très forts. J'espère juste qu'ils vont pas retomber dans les travers de la saison dernière. Mais on n'y est pas encore. Mais on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Moi, j'ai l'impression que la saison 2021, les playoffs 2021, ils ont laissé passer quelque chose parce que les Lakers pas à fond. On voit Phoenix, en fait, ils auraient dû faire ce que Phoenix a fait, saisir les opportunités des blessures chez les Clippers ou chez les autres équipes pour pouvoir aller jusqu'en finale, tu vois. Et je sais pas si cette année, si les Lakers, les Clippers, Golden State, ils reviennent très forts. Est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir les passer? À voir. C'est des bonnes questions qu'on a envie de se poser. En tout cas, lui, Rudy Gobert, il nous apporte un petit élément de réponse. On a développé une mentalité de favori pendant ses déplacements. On a une meilleure équipe à la fin de ce road trip par rapport au début. Donc c'est une équipe qui progresse, qui continue à progresser. J'espère, moi, que dans les moments chauds de NBA, parce que ça se joue, une saison, elle peut se jouer comme ça. Tu peux être très bon sur 82 matchs, tu peux faire une série de playoffs et il y a un match 6, un match 7, tu dois finir. Et il y a 3 minutes à bien gérer et ces 3 minutes-là, elles se jouent sur demi-terrain. Et là, qu'est-ce que tu vas proposer? Voilà, des fois, ça se joue à un détail et on espère que ces détails-là, cette année, le Jazz, le maîtrisera plus. Mais c'est passionnant et on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Un autre mec qui est passionnant, je suis sûr que tu l'aimes bien, c'est Anthony Edwards. Ouais, il fait kiffer. Bravo, ça, je sais que c'est un peu tes ambiances. Hein. C'est un peu le genre que tu aurais aimé être. Anthony Edwards. Pas toi Non. D'ailleurs, il paraît que tu connais ton surnom dans la poule de pré-nationale d'Île-de-France. Non. Tu es le Anthony Edwards de la pré-nationale d'Île-de-France. Beau compliment. Ouais, c'est un joli compliment. Il était beaucoup plus beau garçon, évidemment. Anthony Edwards, donc le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire plus de 10 points en NBA. Plus de 10 paniers à 3 points, merci de le dire. Hier, encore un nouveau carton pour Tonton, 38 points. Il fait une énorme saison, Papy, là. Bah, c'est un super joueur qui continue de s'éclater dans une équipe qui fonctionne mieux que ce qu'on pouvait espérer. Ce qui est sûr, c'est que son potentiel offensif, il est sans limite. Il me fait penser quelque part à Donovan Mitchell, tu vois, où c'est des gars, tu te dis, sky is the limit. Parfois, c'est surfait, mais pour le coup, lui, c'est vrai. Alors, on est loin encore de joutes de play-off et ainsi de suite, mais il n'empêche que tu prends les matchs qui viennent devant toi et c'est des matchs de saison régulière. 10-3 points dans une carrière, enfin sur un match, c'est énorme. Le seul problème, c'est qu'il y a Steph Curry qui bazarde tout. Mais mettre 10-3 points dans un match NBA, c'est extraordinaire et ça arrive jeune. Il a un coup de chaud. Dans un match de basket, tout simplement. Dans un match de basket, grave. Et puis son adresse, ça fait partie des légers doutes qu'on pouvait avoir lorsqu'il est arrivé. Sa capacité, je sais qu'à Georgia, il prenait des tirs à 3 points, mais il n'avait pas non plus une adresse folle. Il avait une sélection de tirs aussi un peu chelou. Ouais, exactement. Mais là, tu vois, il arrive à bien convertir. Donc franchement, c'est top. Et j'aime bien la comparaison que tu fais avec Donovan Mitchell. C'est un peu ça, mais je le trouve très Kaira. Il est Kaira dans le jeu, Kaira dans ses déclarations. Et tu vois, je pense que c'est un gars qui peut t'emmener les gars très loin et un sacré leader, quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'est peut-être le numéro 1 de draft ces dernières années, le moins hype qu'il y a eu. On se souvient, alors c'est vrai que c'était. Markel Fultz. Markel Fultz blessé. Il y avait de hype de ouf sur Markel Fultz. Bien plus que quand je te parle au moment de sa draft. Tu te souviens-toi, déjà, c'est en Skype, enfin, tu vois, qui se font drafter. Il est pas en costard et tout. Il n'y avait pas une véritable hype et finalement, on l'a découvert un petit peu plus sur le tard. Je te parle juste par rapport même à la Melo Ball, il y a beaucoup plus eu de hype. Ça lui a peut-être d'ailleurs coûté le titre de rookie de l'année. Mais en tout cas, lui, il nous montre que c'est un vrai joueur NBA et qu'il faudra compter sur lui. Et d'ailleurs, ça peut même, pour les Timberwolves, les amener enfin retrouver un niveau intéressant. On voit quand même des séquences de tirs. C'est un sacré scoreur, Tonton. Justement, hier, on se posait une question dans l'émission Clutch pour faire gagner des free bets et il fallait miser sur Anthony Edwards. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait. Alors je vais retrouver son nom parce que la question, comme tous les mercredis soirs, on met une petite question sur les réseaux sociaux First Team. On se demande par exemple qui sera le meilleur marqueur de la soirée. Hier, la question c'était qui va marquer le plus de 3 points sur la soirée. On restait dans le thème Steph Curry. Il fallait être précis. Il fallait être précis. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Anthony Edwards et son nom c'est
Kéran Godin. Donc on va t'envoyer un petit message. Tu vas gagner des free bets sur Winamax. Mais c'est vrai que c'était difficile à prévoir. Il y avait Trae Young, il y en avait plein d'autres qui jouaient. Et c'est donc ce bon vieux Anthony Edwards avec 10. C'est énorme. Bravo à Kéran. Donc, il y a un autre qui aurait pu gagner sur le nombre de tirs à 3 points inscrits, ou le nombre de points marqués plutôt. Mais bon, il joue en G-League, donc il n'aurait pas pu jouer. Mais c'est Isaiah Thomas. Tu te souviens d'Isaiah Thomas? Ouais. Qui est avec Non, Team il a USA, oublié. qui est avec Team USA et tout ça, qui avait fait un peu des chantiers. Puis là, le revoilà en G-League, il a fait sa rentrée. Et puis, il s'est signalé gentiment, comme on aime bien, avec 42 pions, 16 sur 30 à 3 points, 5 sur 14 à 3 points. Ouais, donc voilà, 8 passes. Et la question qu'on a envie de se poser, Tutur, c'est est-ce que ce mec-là, on a envie de le revoir en NBA? Est-ce qu'il aura une nouvelle chance en NBA? Je pense qu'il aura une nouvelle chance. Je pense qu'il pourrait potentiellement intéresser pas mal d'équipes. Le truc, c'est comment est-ce que tu l'insères dans un collectif. On sait que c'est un gars qui a besoin d'un gros volume de tirs, qui a besoin d'avoir beaucoup d'impact sur la création du jeu. Et est-ce que mettre et qu'il faut planquer en défense. Et qu'il faut planquer en défense. Est-ce que mettre un gars comme ça dans un collectif en cours de saison, c'est compliqué. On se rappelle la saison où, je crois, en 2017 ou 2018, où il a 30 points de moyenne, ce qui est énorme dans une grosse team. On lui propose pas le contrat max direct. C'est qu'il y a toujours des doutes un petit peu quant à sa capacité à pouvoir continuer à performer à ce niveau-là et emmener une équipe. Donc je sais pas. Moi je pense qu'il peut intéresser des équipes, mais voir quel rôle, voir quel contrat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un talent incroyable. Il a galéré avec les blessures. Et que cet été, il a failli signer aux Lakers. C'est lui qui le dit. Il a failli, il était à 2 doigts. Pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est parce que quelques jours avant sa potentielle signature, Rajon Rondo avait été libéré. Et donc, les Lakers avaient préféré choisir Rajon Rondo pour compléter le roster. Donc, Isaiah Thomas est un joueur NBA. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Le problème, c'est son profil. Moi, j'aimerais quand même qu'un jour, il arrête avec ce rêve NBA. On ne peut pas couper les rêves des mecs. Et qui déboule en Euroleague. Je rêve de le voir en Euroleague. Ce serait passionnant de voir ce talent offensif en Euroleague. Tu m'as mangé ma transition, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai que moi, je pense qu'en NBA, il aura plus de chance parce que comme tu le dis, peut-être contract. Mais à quoi ça sert de filer un mec comme ça? Moi, comme disait Arthur, c'est où tu penses ton équipe autour de ce mec-là. Au moins ton banc. Voilà, au moins ton banc. Mais ou sinon ça sert à rien de l'avoir pour lui donner un 10-day contract et le faire jouer 10-12 minutes. Ce mec-là, ou tu le fais jouer, ou tu l'utilises à fond, ou tu l'utilises pas. C'est noir ou blanc. Tu connais sa dernière équipe en NBA? Denver, non? Non. Il a joué 3 matchs sur un 10-day contract. Je savais que là j'allais vous avoir. Ah putain, je le sais en plus. Une équipe de l'Ouest. Je vais vous aider parce que sinon ça va prendre 10 minutes. C'est dur. Hein. Vas-y. Il joue avec un ancien numéro 1 de draft. Timer. Je l'ai pas. Les Pelicans. Les Pelicans. Elle est dure celle-là. Hein. Il a fini où dans les futurs quiz de Tom Isaiah Thomas, Pelicans, il va être dur. Pas cadeau. Mais je vais le retenir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est ce tweet de Shams, un peu inquiétant, qui nous apprenait que 51 joueurs NBA étaient actuellement sous protocole Covid. Et honnêtement, ça chamboule forcément un petit peu le déroulement de la saison NBA. On a vu des matchs carrément chez les Bulls reportés, tellement que les Bulls, ils nous ont appelés pour jouer, mais on pouvait pas parce qu'on a le force des shows. Oui. Donc ils ont dû reporter les matchs. Donc c'est vrai que le Covid est en train gentiment mais sûrement de perturber cette saison NBA. Et c'est vrai que nous on a envie de voir les mecs, les équipes au complet quoi. Non mais c'est clair, t'as raison. De toute façon, il n'y a pas 1000 trucs à dire sur cette affaire. C'est juste que on avait été plutôt tranquille depuis le début de la saison, plutôt tranquille. Mais là, c'est une hécatombe. Les Bulls jouent ont réussi l'exploit de se faire reporter 2 matchs. En général, quand tu reportes un match, c'est que t'es au Mexique et qu'il y a une fuite. Il y a le feu. Mais il y avait une autre salle où il y avait eu une fuite. Tu te souviens? Il y avait eu le feu avec les Spurs. On s'en souvient. C'était fou. Bref, des trucs très importants. T'es bloqué par la neige dans l'avion. Oui, notamment. Mais donc voilà, oui, c'est terrible et on ne peut pas imaginer les choses différemment. Je pense qu'il y aura toujours plus de joueurs entre 30 et 50 qui ne pourront pas jouer les matchs. Arthur, la NBA a dit qu'elle allait changer son protocole Covid parce qu'on sait qu'il est assez pompeux, 10 jours notamment. C'est une bonne chose. Hein. Ils vont recommencer à faire des tests tous les jours. Tous les jours, oui, d'accord, mais c'est ça. Là, ils avaient été plus laxistes dans cette saison par rapport à la bulle. Et là, ils vont recommencer à refaire des tests tous les jours. Ouais. C'est ça le nouveau protocole. Ils veulent aussi réduire la durée. C'est ça. Ils veulent réduire la durée. Quand tu l'as, c'est 10 jours. Hein. Mais je crois qu'ils veulent justement se trouver une nouvelle forme parce que les 10 jours justement d'isolement, ils sont un peu trop hardcore.
Ouais. Ah, mais bon, 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 écoute, Après, moi, je reste quand même optimiste sur la fin de saison. Je pense qu'effectivement, il y aura peut-être quelques matchs qui vont être reportés. Ça va resserrer le calendrier. Ça va être un petit peu plus dur pour les joueurs. Mais je pense pas que ça va être suspendu. Honnêtement, je sais pas, je suis positif. En tout cas, J'ai une bonne vibe. t'es positif et tu es venu à l'émission. pas plus dire comme ça. se fait, Ah, quoi. désolé, les gars. En tout cas, on espère vraiment que ça va pas trop influer sur les résultats. Franchement, c'est trop relou. Ouais. C'est trop relou quand t'as des équipes comme les Bulls qui font un super début de saison et qui se retrouvent à jouer à 5, tu vois. Donc on espère que ça va pas trop influer sur les résultats. On croise les doigts et on espère que la saison NBA pourra suivre son cours. Allez, on a fait le tour de ces nombreuses news. Il y en avait 6 et on va attaquer le grand débat. On va parler de tonton Steph qui filoche plus que jamais et qui est surtout rentré dans l'histoire. Avant de revenir sur tout ce qu'a réalisé Steph Curry et de se poser la question de comment Steph Curry a changé le jeu, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur cette soirée, évidemment au Madison Square Garden, sinon c'est pas marrant. C'est vrai que si ça se passe à Cerdan ou à Rousseau, à Malakoff, c'est un peu moins de gueule, on les embrasse, hein, nos amis. Mais Belle pub en tout cas pour nos moi, amis. j'aimerais vraiment qu'on revienne d'abord sur quand vous avez vu ces images en direct ou pas, qu'est-ce que vous avez ressenti, Arthur? Content qu'il l'ait validé. Il en avait que 2 à mettre, mais tu sais, Ils arrivent vite, j'arrivais pas à m'empêcher de me dire, imagine match de merde, il met aucun tir, il en finit en en mettant qu'un et tout. Mais non, écoute, c'est super. Et puis franchement, bravo à la NBA, il s'est déjà fait ça avec Ray Allen. Le fait de faire tout un espèce de protocole autour de ça, vraiment fêter cet événement, alors qu'au final, ça reste un match de basket. Je trouve que c'est top. Et puis franchement, bravo à lui. Après, il faut qu'il emmène le record un petit peu plus haut, quoi. Mais il n'y a pas de raison que ce record n'aille pas à 4003 points de toute manière, on sait jamais, vu son rythme. On ne sait jamais. On va quand même lui souhaiter de continuer sa carrière on lui souhaite, ouais. au moins plusieurs années. C'est vrai que c'est un moment incroyable, que ça arrive au Garden comme de par hasard. Parfois les choses sont bien faites, sachant que ça fait une semaine qu'on parle de ce record depuis qu'il est à 16 3 points. Il y a toujours une atmosphère spéciale dans cette salle. Et c'est vraiment, quand on parle de la Mecque du basket, eh ben, ça prouve encore que cet endroit est spécial. Et quand je vois le public, quand je vois nos réactions à nous, qui sommes sur un autre continent et qu'on reste, on reste éveillés pour vivre ce moment, et quand ce moment est validé, avoir ces espèces de frissons, de kiff, bah ouais, parce que la NBA a un storytelling complètement différent de tout le reste du sport, et qu'ils arrivent toujours à nous inventer des nouvelles histoires. Ça, c'est une nouvelle histoire historique, si je puis dire, et je te rejoins complètement. Ce moment, ces 5 minutes là de temps mort après le 3 points, elles sont complètement ouf à vivre. Ça, c'est le coach de Davidson, hein, ça nous permet de faire un bisou à Kenny Grant, hein, qui a été coaché aussi par coach McKillop, un truc comme ça, je sais plus, j'ai plus le nom exact. Ça a été le temps mort le plus long de l'histoire. J'ai cru qu'ils allaient amener du champagne à un moment donné. Ouais, le match, c'est fou comme à un moment donné, le match est devenu secondaire. Bon, tu me diras, c'était les Knicks. En ce moment, c'est pas plus mal que les matchs des Knicks deviennent secondaires, mais j'ai l'impression que c'est quand même fou, ça. Il y a quand même bien comme ça, mais bravo, parce que c'est exactement comme ça qu'on voulait vivre ce moment-là. Mais c'est quand même fou, t'es en match, il y a un temps mort, les Knicks vont s'asseoir, les joueurs des Knicks, et ils attendent 5, 6, 7 minutes que le mec check, aille voir ses parents, avoir son coach de fac. C'est fou quand même. Ah, c'est fou, mais franchement, c'est la beauté de la NBA. Hein. Moi, franchement, je savais que ça allait être comme ça. Bien sûr. Bravo la NBA. Après, les attentes qu'il y avait, franchement, Ray Allen qui était là, Reggie Miller qui a kiffé, franchement, il faisait kiffer de fou. Donc, c'est magnifique. La transmission entre les anciens et les nouveaux, elle est ouf. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est des gars intelligents, Reggie Miller. Les shooters, d'ailleurs, en général, sont des gars intelligents. J'y avais pas pensé, mais très souvent, quand on regarde la liste, c'est souvent des gars intelligents. La transmission, là, quand même, on est en train de voir entre chacun de ces gars-là, ils sont fiers d'être dépassés. On se souvient de Reggie Miller et Allen, il y avait une fierté d'être dépassé par un mec qui est au moins aussi fort. Là, Steph Curry est le meilleur joueur de l'histoire, il n'y a aucun doute. Et je vois ces deux gars, ces deux légendes de la NBA dire « Ah gros, tu nous régales ». On a été des grands shooters, mais j'avoue, t'es encore meilleur que nous, donc bravo. Fantastique. Steph Curry est un kiffeur, mais alors Reggie Miller dans le kiff. Ouais. En tant que joueur, c'était un kiff parce que c'était un beau joueur. Mais c'était dur. C'était un dur. Alors, en tant que commentateur, il a des analyses d'une justesse et puis il n'hésite pas à faire kiffer et vraiment là-dessus. Mais à juste titre. On va voir le tableau justement maintenant où en est donc ce classement des meilleurs shooters à 3 points. Donc vous le voyez, Steph Curry donc premier avec 2977. Il en a mis 5 au total dans le match face aux Knicks. Ray Allen deuxième, Reggie Miller, James Harden qui est en activité lui encore et qui va pas loin, qui va certainement doubler Reggie Miller dans pas longtemps. Donc voilà le top 5 des meilleurs shooters de l'histoire qui devrait bouger notamment avec James Harden. J'aimerais maintenant qu'on se pose la question et qu'on commence à y répondre. Je vais vous poser cette question de but en blanc, messieurs. Comment Steph Curry a changé le jeu?
C'est quoi la première question qui vous saute, qui vous vient à la bouche comme ça? La première réponse, elle est simple. Hein. Le volume à 3 points. On arrive dans une ère où les gars sont tellement forts sur le tir extérieur que le 3 points devient l'arme principale du basket. Et ça, c'est Steph Curry. L'évolution des stats, on va y aller dans quelques instants, le prouve. Mais lorsque tu regardes un match de basket d'il y a 20 ans, donc même tu regardes les Lakers de Kobe, même sans le Shaq, hein, les Lakers de Kobe et Pau Gasol, le nombre de 3 points, la manière de jouer a tellement changé en 10 ans qu'on ne peut qu'incriminer, entre guillemets, Steph Curry. Donc le volume de tir, toi, et on voit là, on voit toutes les stats autour du tir à 3 points et les records qui appartiennent à Steph Curry autour du tir à 3 points. Toi, Arthur, tirais sur quoi? Forcément, j'irais forcément sur le volume, aussi après sur la distance. Ces dernières années, ce qu'il a amené. Après, d'autres l'ont suivi. On pourrait dire que c'était à peu près en même temps. Mais les distances, aujourd'hui, il n'y a plus de distance. T'as vu LeBron hier soir encore, hein? Ouais, mais LeBron, il a clairement suivi la tendance. Hein. Alors, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'à l'époque, il y avait un mix qui tournait où on voyait LeBron tirer de super loin et les gens disaient c'est LeBron qui a amené ça, mais pas du tout. T'as vu un commentaire, j'étais pas content. T'avais dit que c'était malhonnête comme montage. Moi, LeBron, c'est mon gars, mais c'était un montage qui était malhonnête. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était des tirs en fin de possession où t'as pas forcément le choix. Là, le truc, c'est que Curry, il a démocratisé le fait de tirer 2 mètres derrière la ligne, de tirer pendant une transition, hop, il te stop, il pull up. Voilà, c'est quelque chose qu'il a complètement emmené. Et ces dernières années, il y a vraiment la notion d'initiateur de jeu et plus trop de meneur de jeu. On parle d'initiateur de jeu. Et ben en fait, lui, en initiant le jeu, très souvent, il s'arrête et boum, il tire. Les gars, les intérieurs sont même pas encore rentrés dans la raquette. Donc franchement, c'est exceptionnel. Après, juste pour répondre à ta question, pour moi, ça c'est le truc direct, le volume. Voilà, après, la deuxième chose qui arrive et par rapport au jeu, moi, c'est le fait qu'on soit passé, qu'il est forcé un petit peu à ce qu'il y ait beaucoup de small ball. Et indirectement, je trouve que le jeu des intérieurs a énormément changé en NBA et même dans le basket moderne en général. Tu penses que c'est du fait de Steph Curry? En fait, je pense que tu vois le fait que tout soit vraiment étiré, les intérieurs qui étaient rugueux, qui n'avaient pas de mobilité en défense. Il les a fait payer. Ils ne pouvaient plus jouer. Ils sont plus capables de jouer. Et aujourd'hui, tu es obligé d'avoir des Gobert. Tu vois énormément de rim runner. Même l'expression rim runner, c'est arrivé tard, depuis la draft 2015-2016, où lorsqu'on cherche un intérieur, on cherche un gars qui est capable de switcher sur pick and roll pour pouvoir défendre sur le shooter, qui est capable de vite pouvoir aller au panier, ce genre de choses-là. Et ça, pour moi, c'est vrai que le cahier des charges des postes intérieurs, avec l'évolution de Steph Curry et des Warriors, on va arriver évidemment parce que Steph Curry s'est pas fait seul. Il y a quand même des gens qui ont dit toi, je crois en toi et on va construire intelligemment autour. Mais c'est vrai que le cahier des charges des intérieurs par rapport au début de ce que vous avez au début des années 2000, je parle pas des années avant, mais tout a été adapté par le style de jeu des Warriors, inspiré par Steph Curry, qui justement, en shootant aussi loin, en utilisant à outrance le pick and roll, en créant des problèmes défensifs sur le pick and roll, on disait, si un pivot, tu peux pas te montrer tenir un minima un peu un duel sur un petit, tu peux plus jouer à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils de mecs qui, là, mine de rien, sans le vouloir, sorti de la ligue. Clairement. Sorti de la ligue. Est-ce qu'ils ont intenté un procès, du coup, la famille Curry? Et il y a des gars qui l'ont payé au milieu de leur carrière, tu vois, genre Omer Azik. ou Drummond, tu vois. Drummond qui arrivait beaucoup plus à s'exprimer. Alors il y a aussi le niveau de jeu, mais tu vois, aujourd'hui, un mec comme Drummond, son profil. Après, il sait pas lire Drummond, c'est quand même plus compliqué. Non, mais tu sais, son profil, à l'époque, je me rappelle, à Détroit, il était titulaire dans 5 du All-Star Game. Aujourd'hui, un mec comme ça, il n'a pas forcément une plus-value de ouf dans ton effectif et tu vas pouvoir préférer prendre un mec qui sort de nulle part, entre guillemets, un gars Ford ou j'en sais rien, qui va pouvoir aller vite au panier, mettre des contres et pouvoir switcher défensivement. On parle de son tir à 3 points, tu parles du volume, tu parles de la distance. Moi, je fais un truc général, je dis, pour moi, c'est l'adresse à 3 points, c'est ce ratio de prendre autant de tirs à 3 points, d'en prendre parfois de manière aussi éloignée et d'être rentable. Pour moi, c'est ça quand même. Parce qu'on sait que les shooters, à un moment donné, tu auras 2, 3, ça rentre dans ta tête, ça casse le rythme de ton équipe. C'est toujours chiant un mec qui prend 4 tirs à 3 points et qui les rate. Lui, il a réussi à amener quasiment la normalité d'être à 7, 8, 3 points tentés par match de moyenne. Minimum. Et que ça soit rentable, parce qu'il y a des titres de MVP. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, les shooters, nous, on a grandi avec les shooters. C'est un bon jour, on les alimente. C'est un mauvais jour, on fait autre chose. Lui, il a complètement changé cette mentalité-là. J'aimerais qu'on aille sur ce que Tom nous a préparé, Thomas, cette espèce d'évolution dans la courbe du tir. Quand je dis courbe, c'est vraiment la trajectoire du tir de Steph Curry. On a ce petit visuel qui explique comment Steph Curry a
à cette courbe-là et comment ça influe sur ses pourcentages? Alors, quand on commence le basket, évidemment, on apprend à placer ses mains sur le ballon. On pense évidemment au T avec les 2 pouces. Et on pense aussi à la trajectoire de son tir. On aime bien dire que plus ton tir est arc-en-ciel, plus tu as les chances de marquer, plus le cercle va s'ouvrir lorsque tu vas tirer. Et ben, pour Steph Curry, c'est exactement ça, puisque sa courbe et son angle de tir, donc, puisqu'il tire par de très bas, contrairement à ce qu'on nous apprend quand on est jeune, eh bien, donne une courbe très haute par rapport à la moyenne des joueurs NBA. Et donc, le panier, alors c'est difficile à comprendre en soi, mais le panier... C'est pas moi qui fais le calcul, hein, je te rassure. Hein. Mais le panier devient 19% plus large, plus grand pour que le ballon rentre. On rappelle que 2 ballons peuvent rentrer normalement dans un cercle, si c'est un cercle homologué, sauf à Sarcelles par exemple. Toi, tu veux des problèmes, toi. Bah, le terrain n'est pas homologué par la FFBB. Bah si, on peut jouer sur stabilisé maintenant. Donc ça, c'est une des conséquences directes de la mécanique de Stephen Curry. Une mécanique qui est vachement spéciale. Avant, on n'avait pas de tireurs qui partaient du bas comme ça, surtout des meneurs de jeu, surtout des petits. Il y a aussi cette stat qui est très intéressante, c'est son déclenchement, la rapidité avec laquelle il va réussir à déclencher son tir. Steph Curry tire de bas, mais tire tellement rapidement qu'en fait, ça n'a aucun impact. Quand on compare avec Ray Allen, par exemple, Ray Allen tire très haut comme ça. Ouais. On prend Kyle Korver, on peut tous les prendre. Hein. Ça aussi tire de bas, par exemple. Ray Allen, il a ce truc de, quand t'as toujours appris en centre de formation, c'est en fait, t'as jamais les mains basses, t'as déjà les mains prêtes et t'as plus qu'à monter. Et c'est vrai qu'eux, cette génération, ils ont pas ça. Ils n'ont pas ça, mais par contre, ils dégainent à 200 à l'heure. Donc là, pas 200 à l'heure, 0,40 secondes. Justement, la vitesse, parce qu'on parle du tir, tu parles du volume, tu parles de la distance. Moi, j'aimerais qu'on aille sur la vitesse. Il a accéléré le jeu dans tout, dans le rythme global d'un match, dans le dribble, dans les contre-attaques, dans le déclenchement à 3 points, dans la passe. Il a amené une vitesse au jeu qui est assez exceptionnel. On sait qu'il y avait un pace important dans les années 80. Ouais, même avant, il y avait beaucoup, ça allait très vite, mais c'était rarement les équipes qui allaient au bout. Pour dans les années 60, on se souvient d'Oscar Robertson avec les Bucks, c'était un des plus grands paces de l'histoire. Mais c'était un peu différent. Mais dans le basket moderne, on va dire, c'est très dur de comparer les époques, encore plus celle-là. Mais dans le basket moderne, il a amené ou ramené, si ceux qui veulent faire les anciens par rapport aux années 60, 70 si vous voulez, mais il a amené une vitesse au jeu, mais que ça soit pour ses coéquipiers, pour ses adversaires, mais même lui, dans le dribble, dans l'exécution, dans la prise de décision, qui a changé le game aussi. Bah ouais, il a amené ça, et puis c'est aussi le travail de Steve Kerr et le travail exceptionnel qu'a fait Golden State depuis des années. Après, c'est tellement dur de défendre sur un gars qui a la capacité, parce qu'on oublie que c'est un formidable dribbleur, d'être soit dangereux sur le tir ou soit vite aller sur la pénétration. Tu es obligé de faire des compromis, et en fait le décalage est créé très rapidement dans les possessions, et c'est ce qui fait qu'après ils peuvent avoir des tirs facilement parce qu'ils arrivent à se trouver très très facilement. Donc voilà, moi c'est exceptionnel. Il y a un truc qu'on dit très rarement sur Steph Curry, je trouve, c'est qu'on dit qu'il est très fort à 3 points, évidemment, on dit qu'il est très fort dribbleur, on dit qu'il va vite, mais il y a sa qualité de lay-up qui est très 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 élevé. Je vous invite à tous à revoir les 54 points au Madison Square Garden d'il y a plusieurs années. Le moment où Steph Curry... encore évidemment. Le moment où Steph Curry devient Steph Curry entre guillemets. Il met 13 points, oui, ok. Encore. Mais il met un nombre de lay-up, main gauche, main droite, au-dessus des défenseurs, des tirs drop, des trucs. Et ça, c'est un truc, je trouve, qu'on met pas assez en avant dans la gamme de jeu de Steph Curry. Parce que Steph Curry est un gars qui est relou, parce qu'il court tout le temps, là. Il prend des écrans, des backpicks, il en pose, il l'ouvre, insupportable à défendre. Sauf qu'en 1 contre 1, il est indéfendable. Alors parfois, il va souffrir physiquement, on l'a vu avec Matisse Thybulle il y a quelques jours, où parfois il souffre, c'est un peu de son défaut, mais il n'empêche que quand il est plutôt bien luné, et on l'a vu souvent en finale NBA, tac tac, tu passes, il a des petits dribbles foufou, il a des tirs drop, et en fait il est clairement, il est impossible à arrêter dans 98% des matchs. C'est le meilleur shooter de l'histoire, et pourtant, je trouve que ça serait une insulte aux joueurs de le réduire comme un simple shooter. C'est clair. Il a un bagage, et moi, on parle beaucoup de l'alternance, dans des équipes au général ou dans des joueurs. Et lui, mine de rien, il a cette alternance-là. Très fort en ISO, il peut jouer d'un contre un, il te fait la misère. Très fort sur pick and roll, et très fort sans ballon. Très fort dans le jeu sans ballon. Et puis, je te dis, c'est aussi à 3 points, du mid-range de temps en temps, et puis par une qualité de finition. Il ne rate jamais en mid-range. Ouais. Il ne rate jamais. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très rarement. Et une qualité de finition, d'aller finir sur les grands. Et alors, Kyrie Irving est le roi pour ça, mais Steph Curry fait partie des monstres aussi là-dedans. Ouais, non, c'est clair. En fait, on ne pense pas forcément à sa qualité de lay-up parce qu'on sait qu'en plus, il est fragile et on se dit rapidement, il va avoir peur d'aller dans la raquette, mais en fait, carrément pas. C'est vrai que c'est pas un meneur qui va prendre beaucoup d'impact comme Kyrie Irving qui sert du corps de l'adversaire pour marquer, mais lui, il est avant ça. Il est dans le flotteur, il est dans le pump
il passe en dessous et il remet. Et c'est vrai que sa gamme technique proche du panier, elle est ouf. Franchement, elle est ouf. Ouais, c'est un joueur. Donc j'aimerais maintenant qu'on revienne sur. Ouais, non, mais en fait, j'étais en train. Oui, tu pensais à autre chose. Ouais, you know the job. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait que la réussite de Steph Curry, elle est forcément lié aux Warriors. On sait qu'il est drafté 9e. 7e, n'importe quoi. 7e, que les Timberwolves ont 2 tours de draft avant lui. Qui prennent de meneur. Que si les Warriors n'avaient pas cru en Steph Curry qui sortait d'une fac Davidson qui était une petite fac, même si Steph Curry avait fait des March Madness incroyables, il aurait pu arriver aux Knicks. Est-ce que, la question que j'avais vous poser, est-ce que Steph Curry, s'il atterrit aux Timberwolves, s'il atterrit aux Kings, s'il atterrit aux Knicks, est-ce que c'est la même histoire? Moi, j'ai l'impression que LeBron, partout où il atterrit, il aurait fait du LeBron. Ouais, est-ce que Steph Curry, s'il atterrit dans une autre franchise que les Warriors, l'histoire, elle est aussi fantastique? On parle souvent de l'importance de tomber dans la bonne équipe, dans le bon contexte, au bon moment. Tony Parker dit ça aussi. Tony Parker, bien sûr. C'est la théorie de Tony Parker, là où on va. Tony Parker ou même d'autres gars. Alors oui, effectivement, tu as des joueurs. Bon, lui, c'est un joueur générationnel, mais tu as des joueurs comme LeBron où effectivement, tu mets n'importe où, ça va le faire, même Durant et tout. Mais Curry, franchement, à chaque fois, moi j'ai du mal lorsqu'on juge les drafts après et qu'on dit oh, ils l'ont laissé passer, ils ont pris Johnny Flynn, ils ont pris Ricky Rubio. Johnny Flynn, il avait une hype de ouf, le mec. C'est pas la question que je pose. Non, j'ai compris. Là, excuse-moi. Ricky, je pense que, effectivement, il est tombé dans une équipe, le contexte, il fait une super saison rookie. Est-ce qu'il serait tombé chez les Timberwolves, ça aurait fait la même chose? Peut-être, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je peux pas te dire oui, je suis sûr et certain que ça aurait été la même carrière. Voilà, c'est impossible. Moi, je peux pas dire ça. Vous avez raison. Maintenant, on a l'impression qu'il tombe chez les Warriors comme s'il était tombé chez les Spurs de Tim Duncan. Il tombe à une époque où c'est Monta Ellis la superstar et qu'ils sont tous les deux et qu'à un moment donné. Heureusement que Bob Myers a des idées et que c'est le travail des GM et des présidents d'Opération Basket, c'est que ils voient ce qu'ils ont et ils font le mieux possible avec ce qu'ils ont. Moi, ce que je vois, c'est qu'il arrive, c'était pas forcément évident qu'il performe. Peut-être qu'il se serait craché dans une autre franchise. Je sais juste une chose, c'est que les Warriors sont devenus les Warriors qu'on connaît grâce à Steph Curry. Parce qu'avec Mark Jackson, on voit déjà dans un système très simple, on voit déjà que il y a un truc pour être légendaire. Steve Kerr arrive avec une vraie idée de jeu et là effectivement Steve Kerr et Steph Curry deviennent c'est grâce à Steph Curry, tu m'as compris quoi, ils deviennent très légendaires, Hall of Famer et tout ça ensemble. C'est plutôt Steve Kerr plutôt que la franchise des Warriors que j'aimerais mettre en avant pour la réussite de Steph Curry. Il n'empêche que comme tu le disais, rookie il est incroyable, il se blesse et tout ça, mais on voit que c'est un bête de joueur et que ça va être potentiellement un All-Star. Donc en ça, voilà, il y avait tout en magasin pour qu'il performe. Je reste persuadé que s'il arrive dans une autre franchise, ça aurait été un super joueur. Je ne suis pas dans le truc manichéen Super Warriors nul ailleurs. Il a un talent qui lui aurait permis d'exister partout, d'être All-Star. Je ne suis pas sûr qu'ailleurs, il aurait été un double MVP et triple champion NBA. Voilà, exactement. Voilà. Moi, j'en reste persuadé. Alors après, la réussite, elle est extraordinaire puisque les Warriors autour de lui draftent parfaitement bien et draft en fonction de lui rajouter un deuxième arrière shooter comme Klay Thompson, fort défenseur, c'est bien senti, drafter Harrison Barnes, il y a Bradley Beal qui est dans cette même draft, ils vont drafter Harrison Barnes qui est drafté après. Mais ils vont chercher Draymond Green. Ça c'est 100% réussite. Ça c'est une 100% de réussite et puis même à l'époque, échanger Monta Ellis pour Bogut, on se souvient donc bien sûr, ça avait fait énormément parler, on savait ce qu'il fallait faire. Ça avait fait énormément parler, les gens étaient un peu surpris, mais en fait il y avait des doutes de fou. Tous les moves qu'ils ont fait, que ce soit en draft ou sur le marché des transferts. Même David Lee, David Lee, ça a été une réussite. David Lee, alors après il se pète et c'est Draymond Green qui prend le relais, mais David Lee, ça marchait bien aussi. Ça marchait très bien. Donc moi, j'ai quand même aussi l'impression qu'il y a eu un alignement des planètes exceptionnel d'un joueur qui, quoi qu'il arrive, aurait été All-Star pour moi dans n'importe quelle franchise. Maintenant, devenir la légende qu'il est devenu, je crois que il faut donner beaucoup de crédit aux Warriors pour ça. Son père dit même qu'il n'imaginait pas qu'il soit si fort. Donc, si son père le dit. Alors justement, c'est bien que tu dises, il n'y a pas que son père. Après, Arthur, je te donne la main. Il n'y a pas que son père qui pensait ça. Il n'était pas prévu pour ça, Steph Curry. On le dit, quand il est en high school, il signe à Davidson, qui est une fac correcte c'est un fils de Division 1. Son frère, après, sur la hype, lui signe à Duke. Mais Steph Curry, quand tu vas à Davidson,
Bon, il n'est pas censé être ça. Moi, je me souviens que Kenny, notre pote Kenny Grant, qui est passé par Division, il dit ils ont signé le fils de Del Curry. Tu te souviens Del Curry, le shooter? C'était Steph Curry, tu vois, il est pas mal, il a 2-3 qualités. Mais jamais il me dit que ça va devenir un futur double MVP et un futur champion. Et regardez le scouting report de 2009, donc via Bleacher Report et NBA Draft. Qualité, skills, jeu sans ballon, score, QI basket. On retrouve absolument toutes ces qualités. Par contre, c'est sur les défauts où c'est génial. Les sélections de tir, pas un vrai meneur, on peut en débattre. Défense, physique, il a bossé. Handle, ça j'ai quand même premier pas. Merde, explosivité, point en pénétration. Hors sujet, garçon, je suis désolé, quoi. Ouais, hors sujet, mais après, franchement, moi, si tu me mets tout ça et tu me dis mets la moitié dans qualité, mets la moitié dans faiblesse, je pense qu'on n'aurait pas été si loin de ça aussi. Mais, oui, mais j'aurais mis plus de trucs en qualité. Premier pas, handle, point en pénétration, j'aurais mis. Handle, quand tu regardes la marche Madness, tu vois bien qu'il fait des écarts, qu'il met des tirs, tu vois. Mais c'est pas un meneur, par contre. C'est vrai que dans son jeu, il a la moitié de ses actions en deuxième arrière. En NBA, il y a combien de vrais meneurs de jeu, à part Chris Paul? Oui, non, il y en a, mais t'as raison. D'accord. Il ne deviendra probablement jamais une star en raison de son manque d'explosivité, mais il devrait être en mesure de rester dans la ligue. Ah, bien vu, tonton. Mais ça me fait penser. C'est trop dur. Ça régale toujours, ça. On adore. Mais ça me fait penser. Hier, j'ai eu la chance, et on vous mettra l'interview pendant les vacances de Noël, j'ai eu la chance d'interviewer Hugo Besson, qui est donc d'aujourd'hui, qui joue aux Breakers de New Zealand. Et lui, il m'a dit. Son coach de l'époque à Chalon-sur-Saône, si vous voulez savoir qui c'est, allez chercher, vous allez trouver, lui aurait dit, quand il sort d'espoir et qu'il dit est-ce que tu me fais jouer avec les pros ou pas, ou est-ce que tu me prêtes, et il aura été prêté finalement à 50 ans, il lui a dit non mais tu pourras pas mieux faire que National 1. Aujourd'hui, je pense qu'avec les outils qu'on a et les exemples qu'on a, il faut arrêter vraiment, quand on est coach ou scout ou quoi que ce soit, d'avoir des certitudes sur des gamins de 17, 18, 19 ans. Peu importe qu'il soit grand, petit, meneur, arrière, ce que tu veux. Il faut vraiment arrêter ce truc-là parce que j'ai quand même l'impression que la marge de manœuvre, surtout à ces âges-là, elle est trop importante. La progression peut être trop importante. Oui, tu as raison. Après, moi, je pense que ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui vont croire en toi au premier coup d'œil. Ça peut donner du jus. Bah ouais, et d'autres non. Au bout d'un moment, ce coach en question, peut-être qu'il a raison sur 90% des joueurs qu'il voit, et il se trompe une fois, et ça devient Hugo Besson, premier choix de la prochaine draft. Non mais tu vois, la vie fait partie. Et comme ça, tu vois, quand tu juges un jeune joueur, et nous on est les premiers, parfois tu vois des trucs. Tu dis, lui je le kiffe. Et parfois tu dis, il est cataclysmique. Et puis finalement, il va mettre 20 points en NBA 3 ans plus tard. Voilà, la vie est capricieuse. Donc, moi, je pense qu'Hugo, il a raison de ne pas se mettre de plafond pour le coup. Et j'espère que son coach va se tromper complètement. Ben moi, mon coach, il m'avait dit, par exemple, tu n'iras jamais à NBA. Et pour le coup, il avait raison. Tu vois, comme quoi. Et c'était le même coach. Il avait senti le flair. Ferme-toi. Non, c'est mort. Claude, on t'embrasse. On peut revenir aussi sur son début de carrière qui est difficile. Il y a une blessure à la cheville. Il rate plusieurs opérations. Il rate 50 matchs sur ses 3 premières saisons. Il y a vraiment une saison où il en rate beaucoup. Et là aussi, on a des doutes basket, on a des doutes sur le physique, et en plus de ça, se greffe des blessures. Là aussi, il a pris le temps, il a enfin trouvé ce qu'il avait à la cheville pour se soigner. Parce que ça, c'est des débuts de carrière comme ça peut aussi te flinguer. Pour la plupart des joueurs, ça te flingue. Ça te flingue. Et puis, même la confiance que peut lui accorder la franchise. T'as vite fait d'être bazardé. Ah, ok, bon, c'était un top 7 à la draft, je le bazarde, il est trop blessé. Il a réussi à garder confiance. Il a amené aussi, on parle souvent de LeBron pour l'éthique de travail. Stephen Curry, c'est un gars, on l'a toujours vu bosser. Il a jamais fait de folie, il a toujours été sérieux. Et il a même changé un petit peu la manière de se préparer. T'as raison. Et tu veux que je te dise, tu te souviens qu'en 2014-2015, quand il y a ces vidéos sur YouTube, quand on dit comment il a changé le game, je pense qu'il a aussi, et toi c'est clairement ton métier, il a changé aussi le game dans la manière de s'entraîner avec des nouvelles méthodes de travail. Ouais, tu vois, dans le dribble, on voyait des vidéos, on se dit waouh, mais c'est incroyable. Non, mais la grosse différence, c'est que lui a beaucoup travaillé sa tonicité plutôt que la force pure. Ouais, c'est surtout dans ce sens-là. La vitesse. Ouais, la vitesse d'exécution, et on l'a pas dit, mais la vitesse d'exécution de Steph Curry, c'est l'une des plus incroyables de tous les temps. Lui, plutôt que d'aller faire ce qu'il faut faire aussi, évidemment. Parce que d'ailleurs, lui est très fort au développé couché. On le dit pas souvent, mais il fait partie des meilleurs ici. Il a 150 en développé couché. Il a des bras. Hein. Bon, 150, j'abuse peut-être un peu, mais il fait combien de tortures en max en développé couché? Je sais pas. Arrête. 140 à l'époque. Voilà, tu vois. Pas mal. 140, ça fallait pousser, merde. Mais il est prof de sport. Donc, effectivement, et puis moi je l'imagine beaucoup, Steph Curry, sur la petite rondelle de bois avec la petite boule comme ça, là, pour renforcer sa cheville. Non, mais c'est clair. En plus, à l'époque, parce qu'en fait, je pense que peut-être la nouvelle génération n'a pas connu ça, mais les doutes qu'il y avait sur ce gars-là, c'était exceptionnel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, même après la saison où il gagne le premier titre,
on est beaucoup à se dire bon voilà c'est bon ils ont fait ça une fois voilà c'était exceptionnel ça risque de pas se répéter et bah finalement il s'est installé dans l'excellence il s'est installé dans l'excellence et il y reste depuis même presque ouais, pas encore 10 piges mais 6-7 ans 8 ans presque. Moi je me rappelle des playoffs 2014 contre les Clippers, j'étais en Côte d'Ivoire et je regardais ils perdent en 7 là. Ouais ils perdent en 7 et je regardais les matchs et tout et je me disais mais c'est n'importe quoi. Jared Jack et Steph Curry. C'était n'importe quoi. C'était un truc de fou. La hype était fantastique à ce moment-là. Ouais, ça fait quasi 10 ans. Même avant le titre, ça peut commencer parce qu'ils font Spurs. En demi-finale, ils perdent en demi-finale de conf contre les Spurs, c'est un peu la surprise, ils perdent 4-2. L'année d'après, ils perdent au premier tour contre les Clippers et ils sont extraordinaires. Et après, ils sont champions. Et après, ils sont champions. Ouais, et après, ils sont champions. Donc, ils font vraiment kiffer. On parle de kiff, on n'arrête pas de dire ça. Steph Curry, on a parlé de sa technique, de sa manière de travailler, sa progression perpétuelle. Il y a aussi le kiff. Et hier, dans l'émission Clutch sur Winamax TV, tu nous parlais de ce kiff incroyable que les gens du Garden ont eu aussi ce soir-là, le mardi. Moi, je rajouterais aussi quelque chose qui est peut-être unique dans l'histoire, peut-être pas dans l'histoire, ils sont très peu, mais sur sa capacité à fédérer dans le kiff. Tout à l'heure, on en discutait avec Pierre, qui est en train de réaliser l'émission, on lui demandait alors est-ce qu'il aime bien Steph Curry, on en discutait un peu, il me disait franchement c'est pas mon joueur préféré. Fait moi non plus c'est pas mon joueur préféré, mais j'ai du mal à entendre quelqu'un qui n'aime pas Steph Curry. C'est vrai. Et plus ça va dans le temps, moins je l'entends. Avant, il y avait cette dualité avec LeBron, les 4 finales d'affilée, le machin, on se déteste, bon, pourquoi pas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand je vois le Garden, donc t'es quand même de l'autre côté des États-Unis, dans la Mecque du basket, dans une franchise qui est adorée par les habitants de la ville, j'ai quand même la sensation que tout le monde était venu pour voir le record et pour voir ce mec-là marquer ses 2-3 points. Et ça fait déjà 3 matchs que c'est comme ça. À Indiana, c'était la même chose. Hein. Apparemment, ça coûtait une blinde absolue d'être regardé hier. C'était $565 la place la moins chère. Incroyable. C'est un aspect du joueur qu'on peut pas lui enlever aussi. C'est cette espèce de... Lui, il est pas... Tu parlais tout à l'heure d'Anthony Edwards, qui était thug dans ses déclats. Alors lui, c'est un fils d'eux, évidemment. Et je pense qu'il a eu une jeunesse plutôt agréable. Mais... c'est le gendre idéal, c'est le sourire, c'est le smile, c'est le kiff, il rigole. Alors parfois on lui a reproché, moi cette passe dans le dos, j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre en finale NBA, mais il est comme ça, Steph Curry, il a ce truc-là. D'ailleurs on peut prendre cette déclat d'André Iguodala. Avant tu étais considéré comme soft si tu t'amusais sur un terrain. On a vu normalement les déclats de Irving, Dr. J qui disait que moi si à l'époque un mec avait dansé, il aurait mis des coups de coude dans la bouche. Notre époque, Charles Barkley, Anthony Mason, Charles Oakley étaient bien vus, c'était une faiblesse de sourire sur le parquet, il fallait être méchant. Puis Steph Curry est arrivé et a commencé à rire, danser, shooter au milieu du terrain. Et ça aussi, il a changé le game pour ça. Ouais, c'est sûr. Hein. Moi, fan de LeBron à l'époque, il rendait ouf. Hein. Franchement, il rendait fou. On sent que tu l'as encore mauvaise. Il rendait fou. Non, mais bravo à lui, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais ouais, il a amené ce kiff. Et en fait, je pense que du coup, la NBA, voilà, il y avait KD, la rivalité KD, LeBron, Kobe qui était sur la fin. Il a repris le flambeau carrément et il a pu ouvrir la NBA et le basket à plein de gens qui connaissaient pas forcément. On avait l'habitude de voir des dunks. Lui, il a fait en sorte que le shoot, ça soit kiffant. Et ça, c'est pas rien. C'est un truc de fou. Et surtout que le shoot, on le disait hier. Au bout d'un moment, le basket, c'est un sport d'adresse. Le but du basket, c'est de mettre ce ballon-là dans le panier. Et au plus t'es loin et au plus ça rapporte de points. Donc, oui, on aime voir les athlètes mettre des tomards, mais revenir aussi à l'essence première de ce sport, qui est d'être adroit, ça fait kiffer. Et t'as dit, il a repris le flambeau, et on n'a pas dit que c'était un nouveau Jordan, on n'a pas dit que c'était un nouveau LeBron, on n'a pas dit que c'était un nouveau Kobe, on a dit, et c'était juste Steph Curry. Il a amené un truc à lui, tout simplement. Ouais, c'est vrai, t'as raison, et il a amené un truc à lui, et il y a un truc qu'on oublie de dire, en fait, on s'est tellement habitué à avoir autant de 3 points, qu'on oublie de dire que tirer à 3 points, c'est le truc le plus difficile, en fait, en basket. De marquer un 3 points, c'est le truc le plus difficile, parce que t'es loin, parce que parfois les qualités, l'environnement est difficile, parce qu'il y a un défenseur, un machin, et c'est en ça que moi je le trouve exceptionnel. Pour tous ceux qui ont déjà joué au basket, alors nous, on est tous plutôt des mecs adroits. Donc on dirait peut-être que c'est pas la chose la plus difficile, mais sauf que mettre un tir, c'est dur. C'est pour ça que quand il y a un mec qui en met 2 sur 5, on dit que c'est un shooter. 2 sur 5, ça pue la merde en vrai. Non mais tu vois ce que je veux dire? Pas mal, un petit 40%. Mais c'est ce que je te dis, 40%, c'est bien à haut niveau. Mais en vrai, c'est que 2 sur 5. Ouais. Ça dépend. C'est parce que c'est dur. Ça dépend. Si t'es à l'entraînement et que tu fais 40%, c'est pas bien. En match, c'est un jour de match. Après, si t'es un mec d'entraînement, ça te regarde. Écoute-le l'autre. Écoute-le. Pour finir, parce qu'après on va aller prendre des tweets et il y a un tableau que je veux absolument jouer aussi sur la fin. C'est que Steph Curry, il y a le kiff, il y a le sourire, il y a le plaisir tout le temps, ça rigole, on a l'impression que jamais rien n'est grave. Il y a ça, il a quand même associé de l'excellence et du résultat. Il est double MVP, il est 3 fois champion NBA. Il n'est pas MVP des finales. Il n'est pas MVP encore, il n'est pas encore MVP. Regarde-moi ce palmarès d'un mec qui joue avec le smile et qui rigole.
Là, pour le coup, il peut se rapprocher de Magic Johnson. Mais mec, qui Magic Johnson, des fois, on le voyait avoir le seum, on l'a vu se battre, mettre des patates un peu, dans une époque où ça mettait du bois. Lui, il est toujours en train de se marrer, et pourtant, il est toujours aussi compétitif. Ouais. T'en connais des mecs Bah, il y a non, Magic non, un peu. non, mais c'est vrai qu'il y en a peu comme ça. Mais en fait, c'est sa force, le kiff. La plupart des mecs se font dans la dureté. Même nous, hein, tu vois. Moi, je serai toujours meilleur si j'ai le seum. Me regarde pas comme ça, gros. Non, mais, non, mais si, pour moi, personnellement, je me sublime sur un terrain de basket quand j'ai le seum. Tu vois, J'ai vu ça mardi matin. Non, mais c'est vrai. Se sublimer dans le kiff, ça doit venir après avoir une somme. Tu vois, t'as mis ton 4e Voilà. point, tu commences un peu à sourire. Mais l'autre, il arrive comme ça, Plaisir. il a mis son tir depuis les tribunes, il arrive, il check tout le monde, il est content, boum, il te froisse. Et ça, je connais très peu de mecs qui sont comme ça. Ça, tu as raison. On va finir avec deux choses. Un tableau on a fait un tableau sur les gens, les joueurs, les peu de joueurs qui ont, pour nous, changé le jeu. Et j'ai envie d'avoir ton avis, Arthur, là-dessus. Donc, évidemment, on a mis Steph Curry dedans. On a mis Karim Abdul-Jabbar. On se souvient, notamment à la fac, vous avez interdit, lui avait interdit le dunk parce qu'il était trop dominant. Julius Erving qui a amené un côté aérien. Jordan qui a amené aussi le côté aérien, mais le côté ultra-domination imbattable. Non, et surtout qui a ouvert le basket au monde. Aussi. Surtout. Shaquille O'Neal, qui lui est dans une domination ultime, et moi la seule grande différence avec tous les mecs là, c'est que Shaquille O'Neal, personne ne pouvait se dire je veux faire comme Shaquille O'Neal. Tu pouvais faire comme LeBron, tu pouvais faire comme Steph Curry. Jabbar, c'était pas simple. Jordan, fallait quand même avoir la tête au cercle, mais se dire tiens, moi je m'inspire de Shaquille O'Neal, c'est compliqué, alors que n'importe quel mec qui joue au basket, il peut se dire je peux essayer de faire celle du Steph Curry. C'est pas cadeau, mais c'est plus probable que faire du Shaquille O'Neal. Est-ce qu'on est d'accord avec ce tableau, Arthur? C'est sur ces gens-là qui ont changé le jeu, qui ont révolutionné le jeu, est-ce qu'on en oublie? On en oublie certainement, j'avais pas vu le tableau, je suis globalement d'accord. T'as pas dit pourquoi LeBron, selon toi? Pour moi, LeBron, c'est simple, c'est qu'avant LeBron, il n'y a pas le côté all-around pour les superstars. On sort d'une phase des années 2000 où le but c'est de scorer. Bah, tu vois toutes les stars des années 2000, ou de 90-2000 d'ailleurs, du scoring, surtout pour les arrières. LeBron amène un truc, et KD d'ailleurs s'en est aussi inspiré, le but c'est plus d'être à 30 points et le reste on s'en fout, c'est de faire 30, 10, 10. Et KD est le meilleur exemple. KD, s'il naît 10 ans plus tôt, pour moi c'est un gars qui ne va faire que scorer, et on lui demandera que de scorer, et c'était normal en vue de son ère. Mais LeBron a changé ce truc-là, et on n'a jamais vu autant de mecs all-around. Luka est le meilleur exemple. Ouais, Lucas est un enfant de LeBron, par exemple. Ouais, Paul George, même Absolument, d'autres. absolument. Ouais, Du coup, tu parles des enfants de LeBron. Les enfants de Steph Curry, ça serait qui un peu aujourd'hui? Je pense forcément à Trae Young. Ouais, moi je pense tout de suite à Trae Young. Tout de suite, Damian Lillard, même s'ils sont proches. Ouais, ils sont plus de la même année. Enfin, ils sont deux Le ans truc, c'est d'écart. que Damian Lillard est drafté en 2012. Ouais. 2012. Donc 3 ans après. Mais tu vois, c'est vrai qu'il avait tout de suite un gros volume à 3 points, mais le fait qu'il rajoute de la distance, bah, c'est enfant de Stephen Curry. Mais le premier nom qui vient en tête, c'est Trae Young. Déjà à la fac, c'était n'importe quoi. 30 points de moyenne à Oklahoma, c'était. Ouais, moi, c'est le premier nom. Et les Hawks, en plus, on se souvient, ont voulu construire autour de Trae Young comme les Warriors. Comme les Warriors avaient fait autour de Steph Curry. Et tu vois, quand tu vois les stats, il est à donc 2700, 3 points 3700. 2700. 2700. Bah, tu vois, 2974. Ouais, on est presque alors. Je pense qu'il va pousser son record, mais moi je pense que dans 10 ans, il sera pas numéro 1. Je pense que tu vois, les gars qui sont arrivés là, qui ont pris beaucoup d'avance, ils n'ont pas eu autant de matchs blessés. Il a commencé vers 2013-2014, déjà au bout de 4-5 ans, à avoir un gros volume de tirs pris et marqués. Mais je pense que tu vois, des gars comme Donovan Mitchell, des gars comme le shooter de Sacramento, Buddy Hield, ces gars-là, je pense qu'ils ont de l'avance à l'âge. Oui, il est arrivé tard. Avec l'âge, si on fait le comparaison, je pense qu'ils ont genre pas mal d'avance même. Alors c'est marrant parce qu'on a posé la question hier. Dites-nous dans le chat, dans le commentaire, ce que vous en pensez. Moi, je suis pas d'accord avec ça pour un truc simple, c'est que personne ne marque 5-3 points par match en moyenne sur une saison. Ouais, mais sauf que sur autant de temps. Ouais. Alors, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Et que t'as raison aussi. En fait, on pourrait avoir ce débat-là et tu pourrais dire ça si aujourd'hui c'était la fin de sa carrière. Pour moi, il va finir à 4003 points marqués. Ouais. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres qui s'approcheront pas de ça. Il n'empêche que lui, 5-3 points marqués par match, tu peux en prendre. Mais au bout d'un moment, si t'en mets que 3,5, tu pourras jamais le dépasser. Ouais, mais sauf que si t'es pas blessé, le shoot, si tu prends un shooter un peu unidimensionnel, et bien que les gars que j'ai cités, c'est des gars qui font bien plus. Tu vois, genre Lucas ou Trae Young, ils ont pris tout de suite dès leur année rookie, ils mettaient 2 ou 3 points par match. 2 ou 3 points. Ouais, mais sauf que Curry, à 20 piges,
il était déjà pas en NBA et il mettait pas 2 ou 3 points. Moi, je demande à voir, tu vois ça. Faudrait qu'on regarde. Mais moi, je pense qu'il va se faire rattraper, pas rapidement, mais je pense que les gars, quand on prend les comparaisons aux âges, je pense il y a des gars qui sont bien devant lui. Le quatrième de la liste, on l'a vu tout à l'heure, c'est James Harden. Ouais, James Harden. Ils ont le même âge, enfin, ils ont un an d'écart. Attends, tu vois, sa saison rookie, il en met quand même 2,1, 2,1, 3,5 dès sa 4e année, 3,3, 3,6, et dès 2015-2016, il commence à en mettre 5 par match. Ouais. Bah ouais, mais moi t'as raison, mais moi je pense qu'il sera pas rattrapé vraiment sur le et puis même il a peut-être a eu des blessures en début de carrière. Je pense quand même qu'il va jouer tard parce que Minera aujourd'hui il a un corps qui va lui permettre de jouer tard. Il va pouvoir pousser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mec qui va jamais le dépasser. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Mais tu vas voir, on a un tableau là-dessus. Et lui, on est sûr au moins, parce que le temps ne lui permettra pas de pouvoir rattraper Steph Curry. Même, voilà, c'est notre ami Ben Simmons. Ah ouais. Et donc, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il faudrait à Ben Simmons pour éventuellement rattraper Steph Curry. Elle est gratuite, celle-là, mais elle nous a fait bien rire. Vraiment 247 000 matchs, 3587 saisons. Donc, il pourrait dépasser en 5608 après Jésus-Christ. Allez, on va finir ce débat après ce petit tacle à Ben Simmons qu'on a envie de revoir. Il nous manque sur les parquets l'Australien. On va finir ce petit débat autour de savoir comment Steph Curry a changé le jeu avec vos avis Twitter, évidemment. Il y en a 3. Et Thomas, je pense que je vais te les passer puisque j'ai la cam plein fer. Très bien. Alors, c'est Chris Salvatore qui nous dit qu'il a révolutionné le jeu en augmentant la portée de shoot à 3 points tout en étant super efficace. Il est à 33% en carrière à plus de 9 mètres. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ça c'est incroyable. C'est un game changer. Il cause à lui tout seul. On a eu des rumeurs de ligne à 4 points, absolument, heureusement que c'est que des rumeurs. Il y a une caméra, donc je vais essayer de tout le monde s'écarte. Les pivots passent leur temps au large aussi. C'est vrai qu'on n'a pas du tout dit, et on va le jouer juste après, mais ce tableau sur l'évolution des 3 points, elle est très importante. Deuxième commentaire. Wilt égale la raquette, Jordan égale la mondialisation du basket, justement, tu vois, on en parlait. Kobe égale la mentalité de travail au-delà de la NBA. LeBron, la mobilité des joueurs, la liberté de choisir les super teams. Et Steph, c'est le jeu, tout simplement. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, c'est pas mal. Magnifique. Dernier commentaire de Zaïd, qui nous dit ce n'est pas Curry qui a révolutionné le jeu, c'est d'abord les Spurs de 2014 avec le small ball et le spacing, puis les Warriors de Steve Kerr. Si Kerr n'atterrit pas aux Warriors, Curry ne prend jamais le shoot qu'il prend actuellement, car avant 2015, c'est limite un joueur All-Star. Ça recoupe un petit peu dans tout ce qu'on ça recoupe un petit peu tout ce qu'on a dit. Je vais y arriver et puis on va jouer ce dernier tableau pour voir l'évolution du tir à 3 points parce qu'on parlait justement de l'influence indirecte de Steph Curry sur les joueurs intérieurs notamment. Et ben là, clairement, on voit que tu vois c'est les pourcentages de 3 points sur toutes les tentatives sur un match de basket. Ça commence en 1980, ça finit en 2020. L'évolution, elle est incroyable. J'espère que mes cryptos prendront le même sens. Je serai très riche. Le deuxième tableau est top aussi. C'est par poste, et le poste celui qui prend le moins de 3 points évidemment c'est celui des pivots, mais regardez l'évolution sur les dernières années, depuis 2015 c'est exponentiel côté pivot, donc même les intérieurs, alors les postes 4 on parle même pas, ils vont finir sur la ligne. Ils tirent plus que les 3. Il tire, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais t'as raison. Depuis 2020, et les 3 sont plus en post-up maintenant, plus que les postes 3. Incroyable stat. Donc voilà, ça c'est aussi une évolution par rapport à Steph Curry, puisque vous voyez que la montée des intérieurs, c'est à peu près quand Steph Curry commence à être très fort. Voilà, on a quand même de la chance de vivre dans l'époque de Steph Curry, d'avoir vu Steph Curry arriver et changer le jeu, puisque c'était la question de notre débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-nous dans les commentaires comment, pour vous, selon vous, Steph Curry a changé le game. En tout cas, c'est l'œuvre de monsieur n'est pas finie. Il y a un titre, peut-être, pourquoi pas, cette saison, à aller chercher. Et puis on imagine qu'il a au moins 3, 4, 5 ans, pourquoi pas, à nous donner encore Steph Curry. Moi, je n'en suis pas rassasié, en tout cas. C'est clair. Quand on voit LeBron, ce qu'il est capable de faire à bientôt 38 ans, on en veut encore et encore. Allez, on va aller sur un autre mec qui est dans un autre style, mais qui nous régale autant. C'est le Joker, Nikola Jokic. LeBron régale, les Bucks de Antetokounmpo sont en pleine bourre. On a vu le Jazz de Donovan Mitchell réussir aussi ce début de saison. Et on en a presque oublié le MVP en titre qui est Nikola Jokic. Et Nikola Jokic, quand même, on va voir déjà son match hier soir, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a encore fait un énorme chantier avec un triple-double, 27 points, 10 rebonds, 11 passes. On va voir ses stats sur les 5 derniers matchs. Arthur, tranquillement mais sûrement, notre Serbe sûr, il est encore en train une fois de chier gentiment sur la Ligue. Ouais.
facilement dans un style qu'on lui connaît. Moi, c'est pas forcément le basket qui me fait kiffer, mais t'es obligé de le reconnaître. Non. Pourquoi? Je préfère les athlètes. Moi, j'aime bien la dimension athlétique dans le basket, mais c'est propre à moi. J'ai pas la vérité. Mais il est trop fort. Il a un tel impact sur son équipe. Et quand on parle de MVP, alors il n'a pas le classement, mais si tu parles le mot MVP, Most Valuable Player, le gars qui apporte le plus à son équipe, c'est lui. Et largement, quand il est sur le terrain, ils sont trop forts. Quand il n'est pas sur le terrain, ils sont nazes. Mais c'est vraiment ça, cet écart. Donc bravo à lui. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement de blessés aux Nuggets que c'est compliqué. Mais il est trop fort. C'est une saison un peu noire. Ouais, mais en ça, c'est une prouesse, je trouve. C'est vrai que quand on savait que Jamal Murray ne serait pas là, mais quand on a vu Michael Porter Jr., quand on a vu l'hécatombe totale chez les Nuggets, la première chose que tout le monde s'est dit, c'est ils vont vraiment galérer. Alors, ils galèrent par rapport aux saisons précédentes, puisque avant ils étaient premiers de la conférence Ouest, au moins dans le top 3. Donc, effectivement, ils galèrent, mais ils sont quand même 8e. Ça reste une bonne équipe de NBA, une équipe qui va viser à éviter le play-in, parce que maintenant, c'est comme ça qu'on réfléchit. Ils sont à 14-14. C'est une équipe moyenne de NBA, on l'a vu, un 15e en attaque, 21e en défense. Mais c'est tout ça grâce à Nikola Jokic. Et en ça, moi, je trouve que c'est une prouesse. Parce que quand tu perds t'as deuxième option, troisième option, derrière, normalement, t'es à poil. Non, t'arrives quand même à faire bien jouer les autres, les Will Barton et ainsi de suite, et à rester une équipe solide de NBA. Tu sais, pour moi, en quoi, tu parlais de valuable, pour moi, pourquoi on doit lui donner le most valuable player? Parce qu'il y a c'est pas une stat, mais il a réussi à rendre un mec intelligent sur un terrain de basket. Qui? Nikola Jokic. Il a réussi à rendre Aaron Gordon. Il a réussi à rendre Aaron Gordon un mec qui comprend le jeu. Et ça, c'est un exploit incroyable. Tu regardes Aaron Gordon cette saison, mais dans les placements, il fait des passes dans le dos, il va trouver des mecs ligne de fond, il est toujours bien placé, il prend les tirs quand il doit les prendre, il drive quand il doit driver, il joue juste. Et ça, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est pas juste que, alors oui, il grandit, il mûrit mais ça, être au contact de Nikola Jokic et de Campazzo, je pense aussi qu'il lui régale aussi dans la justesse, mais c'est quand même différent. Mais quand tu parles de valuable, c'est ça. Nikola Jokic, quand même, il arrive à rendre les autres meilleurs. Mais Aaron Gordon à Orlando, c'était un illettré du jeu. Il faisait n'importe quoi. Et aujourd'hui, aux côtés de ce mec-là, en même pas un an, aujourd'hui, Aaron Gordon, tu vois, pourquoi pas, il peut être dans une course au MIP. Il est très bon, Aaron Gordon. Non, peut-être pas. Cité, avoir quelques votes. En tout cas, je trouve que c'est un bien meilleur joueur. Dans le jeu, il a une belle progression. Et puis en plus, il était venu. Moi, j'avais interprété le trade qu'ils avaient fait, je crois, avec Gary Harris dans la balance, comme une arme en plus ajoutée à l'Ouest pour pouvoir potentiellement défendre sur Kawhi, Paul George et LeBron. Moi, c'est comme ça que j'avais. Mais ils l'ont pris comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Et un peu comme le gars à Toronto qui arrivait à Portland, dans le même profil. Powell. Un peu capable de pouvoir apporter une solution en défense. Et en fait, finalement, il arrive à bien s'intégrer et il joue propre. Et c'est vrai que statistiquement, c'est pas aussi fort qu'à Orlando, mais dans le jeu, il y a rien à voir. Il y a rien à dire. Moi, je suis bluffé par ce qu'il fait, par ses choix. Il met plus un ballon dans les tribunes. Il arrête de dribbler comme ça pour rien. Et tout ce qu'il sait faire, parce qu'il a quand même du basket, il le fait pour le bien de l'équipe et ça marche plutôt bien. Alors, ils sont que 8e, mais on pourrait dire que c'est bien d'être 8e avec les hécatombes qu'il y a. Et comme ils arrivent à se battre, ils ont encore mis 30 à Washington, 30 aux Spurs il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, et tout ça, mine de rien, on parle souvent aussi de leadership. Alors, Nikola Jokic est un joueur fantastique, un passeur, un mec qui sent le jeu, mais on a l'impression que c'est aussi un leader qui emmène toute son équipe avec lui, no matter what. C'est-à-dire que tu vois, il lui manque des lieutenants plus. C'est pas grave, lui, ça change rien à son attitude. Il est un peu chaud bouillant en ce moment, il se fait expulser. Je trouve que les arbitres, ils poussent un peu, ils aiment bien l'expulser pour dire, ils aiment bien les arbitres se faire des stars. Mais Jokic, peu importe ce qui se passe, lui, il joue son basket et il joue pour gagner et surtout, il emmène tout le monde avec lui. Et ça, pour moi, c'est très important chez un leader. Ça, plus le fait qu'il soit minable en défense, quand même. Mais bon, ça, on le sait, il fait je sais, mais si on le dit pas, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'il triche? Il est minable. En défense, il triche, il me régale. Je le vois faire des trucs vraiment. Mais moi, je pense que j'ai plus de. Au moins, je vais faire faute, quoi. Je vais faire un truc. Donc, après, c'est un joueur formidable. Je veux pas lui enlever. Ça reste rentable. On disait ce matin, ça reste rentable. Ça reste, exactement. C'est vrai que le fait qu'il défende Peanut, il arrive quand même à se placer à peu près, mais qu'il défende vraiment zéro caca. Mais il est fort rebondeur aussi. Oui, au rebond off tout le temps. Il a ce sens du placement qui est incroyable. Voilà, il nous régale, Nikola Jokic.
Ouais, régale. Mais peut-être c'est ce qu'il devrait faire pour devenir vraiment le meilleur joueur de l'univers. Il devrait prendre des cours pour être plus athlétique avec Arthur Sen. Exactement. Un bon tarif à l'heure, c'est bon. Ouais. Moi, je pense que ça devrait aller pour lui. Hein. Ça devrait aller pour lui. Voilà, on a fait un tour rapide, mais toujours intéressant de parler du MVP en titre et du Serbe Nikola Jokic, l'homme qui nous régale par ses passes, par son jeu. C'est ça qu'on aime dans le basket, c'est aussi Nikola Jokic. Allez, c'est l'heure du dernier quiz de l'année, et j'ai bien envie de le gagner, mais j'ai surtout envie qu'on soit bon. Allez, c'est le quiz tout de suite de Tom Servino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et qui dit fin d'année aussi dit un petit col roulé. Voilà, j'ai voulu me faire beau pour la dernière. Beau gosse comme ça. Hein Beau Merci. gosse, hein. Entièrement, apparemment. On m'a toujours dit que le noir m'allait bien. Oh, super. Écoute, je toujours agréable. suis obligé de commenter ce... Je préfère pas Ton flow, c'est 9 sur 10. Tu veux tout savoir, t'es un peu le Stephen Curry du flow. Ça te va? Oh, merci. De rien. Pas pensé, mais en tout cas. Eh ben, ça me fait kiffer, comme Stephen Curry. Voilà. Bon, trois Ça petits sort jeux. pas trop redondant avec Steph Curry, quand même. 3 petits jeux pour le quiz. T'es chaud, Arthur? Je compte sur toi. Vas-y. Quelle fac? Non, il n'y a pas de quelle fac aujourd'hui. On part sur des photos floutées déjà, spécial Noël. Donc, spécial match de Noël et une dernière qui n'est pas un match, mais vous comprendrez. Ah. Donc, on peut partir sur Allez, la vas-y. première. C'est des matchs de Noël. Kobe. Évidemment, il y a Kobe qui est avec, du coup, joueur, Bledsoe? non, joueur des Marvin Clippers. Williams? Non, plus costaud. Oh, c'est qui ça avec le 1 là? Qui a joué aussi aux Pacers. Ah ben Lance Stephenson. Lance Stephenson. Oh, mais qu'est-ce qu'il a lui? Ça, c'est mon... Quel Siri Non, mais qui se ça, fait- c'est mon Siri qui se lance tout seul, t'inquiète On pas. peut enchaîner la deuxième. Pardon. Stephen Curry. Stephen Curry et Varejao. Non! Non, Moskov. Moskov. Bravo, Erwan. J'avais oublié son blaze quand même. Attends, mais comment on compte les points là? Je les compte, t'inquiète. Oh, Ils étaient très beaux ces maillots Tu d'ailleurs. sais que ça va se jouer qui suis, j'arrête de faire des manières, toi. Mais là, il y a à peu près égalité. Kobe, Oui. Shaq, euh, Shaq, Damon Jones. Damon Damon Jones, Jones, ouais. Aslem. Perdu. Et Et Aslem. Aslem, bravo. J'ai les Il trois. n'y avait pas Kobe. Enfin, ici, il y avait Kobe. Bah, il y a Kobe, ouais. Ouais, je suis bourré, moi. On peut enchaîner. Derrick Rose. Oui, bravo. Derrick Rose. Comment il s'appelle Rondo? Non, Non, le zéro, c'est Bradley Beal. Bradley, c'est Bradley. 0, je crois que c'est un 9, genre. Et celui qui le tient, un gars qu'on aime bien ici, Un gars qu'on aime bien, un New York. surtout dans notre pays. hein. Gallinari. Surtout dans notre pays. Ouais. Ah, c'est un espagnol. Sergio Rodriguez. Bah non, on l'aime bien. Ah. T'es en train de dire devant tout le monde qu'on n'aime pas les Espagnols. On adore les Espagnols, Donc c'est plutôt calme-toi. un Français. Un Français à New York. Noah. Bah oui, Joachim Ah Noah. ouais, ok. voilà. Ah, vache. non mais attends, mais Les moi bras. je voyais c'est qui, ça un... Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est DeAndre Jordan? Non. Ah, si, Les Clippers. Jordan. Non, Non, il a c'est jamais eu Clippers. deux manchons comme ça, Jordan. C'est qui, ça C'est qui ça? J'arrive même pas à voir la team. C'est les Clippers. Les Clippers? C'est les Clippers encore, ouais. Ils sont lourds les maillots. Tu peux y aller. C'était Paul. quoi ça? C'était qui? C'est qui ça? Non, Ah, tu Ronny regardes. Turiaf. Ok. C'est- Ah, C'était Ronny. Ronny. Pas Et- cadeau celui-là. Non, pas cadeau. magnifique, magnifique. Il n'y avait pas beaucoup d'indices, je vous cache Ouais, pas. ouais. Ok, Garnett. Kevin Garnett, effectivement. C'était pas beau ça là par contre. Ouf. Rajon Rondo. Sataronski. Alors, aucun. Satoransky Oh, vous en avez aucun pour le moment. Alors, il y a 3 joueurs d'Houston et donc un joueur des Bulls. Luol Deng. Ah, Luol Deng pour les Bulls, bravo. Dwight Howard. C'est. Et Ryan Anderson. Je vois rien. Il y a. Non, c'est 2012. C'est Ah. 2012. L'équipe. Jérémy Lin. Jérémy Lin au milieu, numéro Luol 7. Deng et Dwight Howard toujours. Non. Josh Smith. Non, il manque un gars alors qui est aujourd'hui, qui est passé au Heat, qui est passé aux Celtics, PJ Tucker. un gars qui a un jumeau. Et qui- Maurice. Maurice, voilà. Et, Trop le, fort, et le Erwan. petit blanc en bas à gauche, un petit blanc shooter qui s'est Redick blessé, qui Ah aujourd'hui, qui a eu un grave accident récemment. Oh merde. Ah bon? Et un accident de voiture il y a un an. Ah bon? Mais Ah oui, non, on- je sais pas. Chandler? Chandler Personne, Parsons. Chandler Ah ouais, Parsons. c'est un Eh petit oui, blanc, qui- c'est sûr ça. Il est grand. hein. Station Prince. Non, bien Roy plus Hibbert. grand. Roy Hibbert. Bien plus grand. David West. Pas du tout, aucun des trois. Bien plus grand, le gars des Pistons. Miami. Non, le gars des Pistons, déjà, bien plus grand. Un colosse. Marjanovic. Marjanovic, bravo. Ah. Et pour les deux, pour les deux, il y a un Français, évidemment. Miami. Non, Séraphin. Kevin Ah, Séraphin. Seraphine. Et celui à droite, son nom correspond un peu à Noël. Christmas. Christmas. Ouais. Qui a joué en France, Ouais, quoi. il a joué en France. À Levallois. Hakim À Levallois. Christmas. Hakim Christmas. Hakim Christmas. Voilà. T'en souviens, les petits chantaient We Want Christmas. C'est très lourd. Il en reste plus qu'un. C'est New York, on est en décembre Ça, c'est 2018. Joachim Noah, je pense. Non, Il n'y a pas il Joachim n'y a Noah. pas Noah, non. Porzingis. Oh non plus. On doit chercher quoi là? Les gars. Pas qui des joueurs, sont- c'est des joueurs, Ouais, tu veux c'est dire 3 Des joueurs joueurs de de New York. l'époque 2018. 2018. Il y en a 2 qui sont encore là. 2 qui sont encore là. Un qui est parti et qui a changé de nom de famille d'ailleurs. Alors, c'est Enes Kanter. Enes Kanter en Père Noël. Ok. Enes Kanter en Père Noël. Un pivot. Et deux mecs qui sont encore là, tu dis? Derrick Rose. Mitchell Robinson. Mitchell Robinson. Ok.
et Kevin Knox. Kevin Knox. Bravo. Bravo. Voilà, une petite photo sympa pour finir. On enchaîne avec l'énumération. Alors, je vais vous demander, on a parlé de Stephen Curry. Oui. Je vais vous demander ses coéquipiers qu'il a eu durant ses finales NBA. Il y en a 30 en tout. Ok, bon allez. Tous ses coéquipiers. Vas-y Arthur. Kevin Durant. Kevin Durant. Bon, C'est pas les gars. Clay Thompson. Clay Thompson, bravo. Non, pas du tout, c'était une blague. C'était une blague. Leandro Barbosa. Oui. Je prends pas le plus simple dès le début, ok. Oui, mais parce que vas-y. Bon, il sèche déjà. Non, mais ça non. bégaye mais, déjà. non, Demarcus Cousins. Ouais, ok. Harrison Barnes. Bien sûr. Andrew Bogut. Sean Livingston. Bien sûr. Javal McGee. Javal McGee. David West. Putain, j'allais dire David West. Iguodala. Oui. André. Ah, j'en ai, mais je vais me le garder quand même parce Ouais, qu'il moi, j'en ai. il est un peu chien. Il est alambiqué. Attends, vas-y, Matt Barnes. Vas-y. C'est celui-là que tu voulais garder? Ouais. J'ai parti David tous les Lee, bases. bien sûr. David Lee. Alfonso McKinney. Oui. Ouais. Ok. Vous êtes pas mal. Hein. Ah, je suis en galère. Il en reste une quinzaine. Ouais, bah oui, bah ça va. Allez les mecs. J'en ai qu'un seul en fait. Attends, je suis grave, moi, putain. Les mecs, ils doivent être fous devant leurs Ah ouais. écrans. Grave. Bon, ça va, les gars, merde. Il y en a encore des gars qui jouent. Ouais, ça va, actuellement. toi, de faire le fou. Pas beaucoup, mais. Il y a un gars qu'on n'a pas dit, Erwan, franchement, on devrait avoir honte. Hein. Ouais. Franchement. Ton gars même. Bah ouais. Ouais, c'est Ah, merde, Draymond ça. Green. Bah oui. Pardon, Super, les c'était pour indices. remettre un peu de Ouais, c'est vrai, rythme. parce que moi je voudrais Un peu de rythme. Anderson Varejao. Ah oui, Eh oui, Varejao. Varejao. J'en ai un, je suis pas sûr. Jared Jack. Non. Éliminé. Non, Jared Jack, il bouge avant. Alors, attends, laisse-moi, putain. Allez. Attends, il y avait... Ah, il y a le... Oh, putain, il y a l'Européen qui joue au Paname Il maintenant. en reste des, j'ai il la reste des haine, j'ai grands, la haine, il j'ai la reste des haine, j'en ai un. shooters. Fais-lui un truc, c'est long là, c'est long. Ok, un pivot. Ah, tu me donnes un indice carrément. Ouais, Ouais, un il a la pivot chance, lui, hein. qui a gagné un titre, qui était très aimé d'un pays. C'est un Européen. Je sais pas si- Non, vas-y, j'ai pas. Bon, t'as Bon pas. voilà, j'ai gagné alors. T'en as un dernier? Non, j'ai arrêté de chercher Cook. Moi, j'avais Cook, ah oui. Quinn Cook. Quinn Cook. Quinn Cook, bien Quinn sûr. Il y avait Cook, Jordan ouais. Bell, Yann Clark, Jordan Bell. Jacob Evans, Ezeli, Ah oui, Festus. Justin Holiday qui était passé, Ok, je savais pas. Jerebko, Damian Jones, Kevin Looney, McAdoo, McCaw, Zaza Pachulia, Patrick Bah, Mako, c'est ça. Zaza Brandon Pachulia. Rush, Maurice Pay Je savais que j'avais gagné. et Nicky Young, le shooter. Nicky Young. Là, il Ah en ouais. reste un. On est Mais bidon. vous avez pas été, non, vous n'avez pas été bidon. Non, si on a été Vous serez bidon. meilleur là. Bah, j'espère. C'est le qui suis-je? Je nais le 25 juillet 1971 à Los Angeles, terre natale de Polo évidemment. Je ferai ma fac en Californie, dans le légendaire programme de UCLA, Oh là là. Où ça lâche des blases comme ça? pendant 3 saisons. Oui, j'ai envie de vous faire briller. Lors de mes 2 dernières années, je tourne quand même à plus de 21 points et presque 7 rebonds. Oh. Avec mes stages, je me présente à la draft 92, draft d'un certain Shaquille O'Neal, mais aussi Alonzo Mourning. Belle draft de grand. Pour ma part, je serai sélectionné seulement en 18e position par une franchise du Texas. Faut dire que dans cette fac de grand, je suis loin d'être un géant, moi et mes 2,01 m. Ah, c'est pas lui alors. Mais je jouerai jamais une minute avec la franchise de San Antonio, puisque je serai échangé le jour même chez les Bucks, puis chez les Blazers. C'est donc à Portland que je jouerai ma saison rookie. Mon passage à Portland ne sera pas flamboyant. Eh ouais, putain. Je ne rentrerai jamais dans le 5, j'inscrirai que 6,6 points dans ma saison sophomore. Et j'aurai quand même le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue en 93-94 avec 45,9%. Donc du sang. Après, pas d'enflammable, je n'en rentrerai même pas un par match. Ah. Je ne terminerai pas la saison 94-95 à Portland, puisqu'à la mi-saison, je serai envoyé à Houston avec un certain Clyde Drexler. Quoi? En échange de Otis. Matt Maloney? Non. Je débarque dans une équipe championne au titre, alors mon temps de jeu est minime avec seulement 8 minutes sur le parquet. Le mec qui est- Les Rockets réaliseront le back-to-back, j'aurai donc ma bague de champion sans avoir joué la moindre minute en play-off. Ah. Seulement 25 matchs, un titre et puis s'en va. Je pars et après Portland et Houston, je débarque à Toronto. Dans le 5, lors de 37 matchs, je réalise ma meilleure saison en carrière avec 16 points, 4 rebonds et 1 steal par match. Malgré ça, je décide tout de même de rejoindre Washington.
Oh. et les Bullets en 96. Oh putain. Donc je vous le dis, Portland, Houston, Toronto, Washington. Je rejoins l'équipe de Chris Webber et Ben Wallace pour 4 saisons. Ma meilleure saison arrive en 97, 98. Matt Bullard Pardon? Matt Bullard Pas du tout. Je sais pas du tout qui c'est pour l'instant. Je rejoins l'équipe donc de Chris Webber. Ma meilleure saison arrive en 97-98. En sortie de banc, je joue 27 minutes pour 15 points. Je jouerai les playoffs pour la deuxième fois de ma carrière en 97 et je serai très bon dans l'élimination 3-0 face aux Bulls. 29 minutes de jeu pour plus de 18 points. Je brille, mais Washington flanche. Ce sera la seule fois- Tracy Murray, bravo Erwan. Vous l'avez pas. Et oui, ce sera la seule fois que je verrai les playoffs. Ensuite, je jouerai à Denver, j'irai aussi je finirai à Toronto. Et je partirai aussi un peu en Europe. Bravo. Pas cadeau, Tracy Non, Murray. On aurait pu aller au bout de la carrière, je l'aurais pas vu. Non, tu aurais peut-être pu l'avoir Les parce initiales, peut-être qu'il aussi. il vient en France. Il Oui. vient à Chalon-sur-Saône. Effectivement. Et pourquoi je l'aurais du coup? Je sais pas. Il vient à Chalon-sur-Saône. Il vient en vacances en Italie, à l'hôtel Il aime le Et il était pas cadeau, mais écoute, je l'ai vu sur les photos d'un d'un Christmas. Bravo, bravo. Tracy Murray. Bravo Tracy Murray, quand Erwan, même. tu Ben, finis bien voilà. l'année. Ouais, bravo. Bon, ça a été une très belle année 2021, mais pas parce que je gagne des quiz, parce que je suis avec vous, mes amis. Merci d'être là. Toujours merci à ceux qui ne sont pas là, mais qui viennent régulièrement être invités au First des Shows. Merci à toi, merci à Polo, qui est un peu redondant en ce moment, mais qu'on adore quand même. Merci à ceux qui viennent nous voir des fois de temps en temps derrière la caméra, les amis des amis qu'on est toujours content d'accueillir. Merci à Isma sur cette Isma, semaine. viens vite, Allez, viens, voir viens, Isma. viens, vite, voir. vite. Merci Allez, à vite. Isma, notre stagiaire Ah ouais. incroyable. Vous allez voir, on dirait un frère Antetokounmpo. D'ailleurs, je me demande. Viens Isma, voilà, il est là, il est venu en stage Ouais, une viens, semaine, viens t'asseoir à côté de Tom. Il nous a régalé. C'est une drôle de génération à laquelle on vit. Il sait tout, il est plus fort dans tout, il fait 120 pompes, il est incroyable. Isma, t'as un futur grand, je te dis, tu as un dent. Isma, la tête de ma mère, tu as un dent. Il était en stage avec nous, c'est aussi ça la famille First Team. Tu fais coucou à la caméra? Voilà, bon, il a 15 ans, tu lui fais un truc de 9 ans. Allez, merci à tous, on se retrouve à la rentrée, on vous envoie pas mal de petits trucs pendant les vacances et on se retrouve le First des Shows en 2022. Ciao l'équipe! Salut. Et on fait tous coucou.